Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Luxury Immobilier. Construisons l'avenir ensemble. Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur NCI, c'est l'heure de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Semaine marquée par les effets des démolitions dans la ville d'Abidjan. Le chef de l'État, sensible à la situation des populations vivant dans ces quartiers, a rappelé les vertus de solidarité et d'humanisme dont doit faire preuve dans ces opérations d'assainissement le gouvernement, le district d'Abidjan, afin de préserver la cohésion et la paix sociale dans notre pays. Annonce faite, déclaration faite par le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, en conférence de presse. D'après Conseil des ministres mercredi, depuis les opérations de déguerpissement semblent s'être estompées. On en parle évidemment dans la première partie de cette émission. Et puis dans la seconde partie de l'émission, au chapitre de l'actualité africaine, actualité internationale, nous irons au Sénégal pour parler du chronogramme de la présidentielle qui est désormais connu. Voilà pour les principales articulations de ce NCI 360. Avec moi en plateau ce soir, des visages pour certains qu'on n'avait pas vus depuis un moment. Guillaume Bateau, journaliste, directeur général de Notre Voix. Bonsoir Guillaume Bateau. Bonsoir Ali. Que signifie ce blanc immaculé? Non, c'est la reprise. C'est la renaissance? C'est la renaissance, l'espoir du renouveau pour notre pays. Après cette belle canne, et tous les gestes d'apaisement du chef de l'État, on espère qu'on va entrer vraiment dans une période de cohésion, de rassemblement pour faire face aux défis qui sont ceux de notre pays. Parfait, merci en tout cas d'être là, Guillaume Bateau. Docteur Boga Sako-Gervais, enseignant à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, président de la FIDOP. Docteur Boga Sako, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Bienvenue. Bonsoir, cher ami téléspectateur. Merci beaucoup. Ça faisait un moment aussi, tout va bien? Oui, ça va. Sauf que, contrairement à Guillaume Bateau, je ne suis pas tout à fait heureux. Parce que quand je vois les démolitions, je vois les conséquences. Oh. Et je voudrais profiter d'ailleurs pour saluer vraiment les amis de la société civile. Avec qui on va aborder le sujet oui, tout à l'heure. Oui, c'est pour ça que ne je vous suis là. inquiétez pas. Bien absolument, sûr, absolument. Alafé Wakili, journaliste, directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Bonsoir Alafé. Oui, bonsoir. Comment ça va? La pause Cannes, ça va. C'est cela, après la pause Cannes? Après la pause Cannes, on est allé ailleurs et partout. Et encore merci à NCI, à tous ces débats qui se font, parce qu'à Paris ou ailleurs, on est interpellé. Salut NCI, vous revenez quand? Nous sommes là ce soir. Je puis vous promettre que chaque fois que je fais un déplacement à l'extérieur, oui, j'ai l'impression que l'audience de NCI est plus importante à l'extérieur qu'en Côte d'Ivoire. C'est bien l'impression que j'ai et on demande après vous tous à l'occasion de vous le signaler. En tout cas, merci d'être là. Les gens étaient ambassadeurs de Côte d'Ivoire. Grâce à eux, on connaissait la Côte d'Ivoire, mais aussi grâce à NCI, on connaît aussi la Côte d'Ivoire. Et on en est très heureux. Landry Couillot, enseignant formateur à l'ENA, juriste, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Ça faisait un moment? Oui, bon, ton congé, ça va bien. On est très heureux de vous avoir ce soir à l'effet de faire le débat. J'adore. Non, j'adore, c'est bien repris. Exactement, nous ferons un débat prometteur. Et je peux à l'effet d'éclairer la lanterne des Ivoiriens. Effectivement. Absolument. En tout cas, merci d'être là. Professeur Arthur Banga, analyste politique, historien, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, qui a célébré son anniversaire hier. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Tout va bien? Merci, tout va bien. J'ai l'impression de voir la fatigue de l'anniversaire ou c'est encore l'émotion, vous êtes encore sur un nuage? Quand ça arrive tous les 4 ans, il faut mettre toute l'envie pour faire la fête. Et bon. Pour la petite histoire, vous êtes né le 29 février. Oui, c'est ça. Et ça arrive tous les 4 ans. C'est ça. Donc on peut vous appeler professeur Arthur Banga bisextile. Enfin. Professeur Bangali Gédion, bonsoir et bienvenue. Enseignant à l'université Laurion-Guédé de Daloa. Bonsoir Ali. Ça faisait un moment aussi? Oui. Ou avant la pause Cannes? Oui, avant la pause Cannes, au moins 2 mois avant la pause Cannes. C'est cela. Et beaucoup de téléspectateurs qui me croisent en ville ou encore sur les réseaux sociaux ont pensé
au fait que j'aurais été censuré par NCI. C'est l'occasion de le rassurer. NCI m'a permanemment invité pratiquement chaque dimanche, m'ont pratiquement harcelé. Mais ce sont des raisons personnelles qui ont motivé donc un recul de quelques mois et là je suis de retour. Absolument, et on est très heureux de vous avoir encore une fois pour faire ces débats avec toutes les idées pertinentes que vous pouvez produire. C'est pareil pour tous les invités évidemment. Et pour le deuxième sujet, nous serons en duplex de Dakar avec Maître Amadou Diallo. Il est avocat, past président d'Amnesty International Sénégal. Messieurs, place à l'actualité nationale marquée par cette opération de déguerpissement des zones à risque et emprise des routes et autoroutes qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive ces dernières semaines, qui semble-t-il est à l'arrêt après la rencontre entre le ministre-gouverneur du district d'Abidjan et les maires de la circonscription. Les machines semblent être à l'arrêt. Pour quelles raisons et pour combien de temps? Les précisions de Mardoché Kwasi et on en parle juste après. Jesco, Boribana, Banco, Mosikro. Autant de sites qui ont été visités la semaine dernière par des bulldozers et des pelleteuses, dans le cadre d'une opération de déguerpissement initiée par le district autonome d'Abidjan. Deux principales raisons évoquées pour justifier cette opération: la libération des emprises des routes et autoroutes et celle des sites à risque en prélude à la grande saison des pluies qui s'annonce. Sur ce dernier point, les autorités ont indiqué vouloir prévenir d'éventuels éboulements mortels qui ont causé autrefois de nombreux décès. Dans sa mise en œuvre, cette opération a suscité l'émoi et des manifestations de colère à certains endroits, notamment à Jesco, avec la destruction du collège Cha-Hélène, mais aussi sur chacun des sites avec des populations qui se plaignent de n'avoir ni été informées ni dédommagées avant le déclenchement de l'opération. Du côté du ministre-gouverneur Cissé Bakongo et ses collaborateurs, on indique pourtant avoir bel et bien mis en demeure les occupants des sites à déguerpir. Une liste de tous les sites à libérer dans le cadre de cette opération a même circulé pour prévenir les occupants et éviter d'éventuels désagréments. Aussi, le ministre-gouverneur Bakongo a rencontré dans le courant de la semaine l'ensemble des maires du district d'Abidjan pour s'accorder avec eux sur la suite de l'opération. En outre, le fondateur du collège démoli à Jesco a reçu des tables-bancs et du matériel de bureau pour l'aider à se remettre en route. La décision a ainsi été prise de réaffecter de façon exceptionnelle les élèves du collège Cha-Hélène dans d'autres établissements en tenant compte du nouveau lieu d'habitation. Toutes choses qui ont contribué à faire baisser la tension autour de cette opération. Une opération censée se poursuivre sur les autres sites indiqués, mais qui est à l'arrêt depuis quelques jours. Qu'est-ce qui explique cette interruption et à quand la reprise? Les jours à venir nous le diront. Alors, messieurs, la semaine dernière, en tout cas, les déguerpissements allaient bon train. Jesco, Boribana, tous les sites indiqués où il y a eu un début de déguerpissement, les choses se sont passées selon la volonté du district autonome d'Abidjan. Et il y a eu cette sortie du porte-parole du gouvernement ivoirien qui a parlé de la volonté du chef de l'État de faire preuve de plus de solidarité et d'humanisme. Est-ce que vous pensez que c'est là le top départ de l'arrêt de ces déguerpissements? Guillaume Bateau? Oui, on peut le penser clairement parce que pour le ministre-gouverneur, il faut le dire clairement, c'est un désaveu de la part du chef de l'État. Parce qu'au-delà de tous les débats qui se font aujourd'hui, ce qui est vraiment pointé du doigt, c'est la méthode Bakongo qui passe mal. Et les propos du chef d'État tels que rapportés par le porte-parole du gouvernement sont clairs. Il faut mettre de l'humanisme, il faut mettre de la considération pour la solidarité. La solidarité, parce que, bon, on fera le débat, on l'a même fait un peu avant le début de l'émission, il y a beaucoup d'opinions, mais je pense que ce qui est reproché au ministre-gouverneur, c'est sa méthode, sa façon de travailler. Et moi, j'étais pratiquement ahuri de... On vous nomme fin décembre 2023, pratiquement fin décembre. Il y a la CAN. Vous prenez fonction, il y a la CAN. Après la CAN, qu'est-ce qui empêche le ministre-gouverneur de recevoir les maires qu'il reçoit maintenant? De faire même le tour de ces sites et de discuter avec les populations directement. De leur dire, je suis le nouveau ministre-gouverneur, vous êtes sur des sites à risque, voilà ce qu'on me dit, voilà, mes services me rapportent que vous avez eu des mises en demeure. Est-ce que ça... S'informer, s'enquérir de la situation, discuter peut-être 2, 3 mois. C'est vrai, quelqu'un disait tout à l'heure que la pluie peut surprendre, oui. Mais qu'est-ce qui empêchait le ministre-gouverneur de prendre ne serait-ce que un mois, de discuter avec les mairies, avec les populations, avec les ministères concernés, parce qu'après on s'est rendu compte, par exemple sur l'école Cha-Hélène, que ni le ministère de l'Éducation nationale, ni le ministère de la Construction n'ont été consultés. Donc aujourd'hui, finalement,
cet arrêt permet au ministre-gouverneur de sortir un peu de la honte par le haut en reprenant les discussions là où il aurait dû le commencer, en reprenant les consultations et en s'assurant, parce que quand il vient après dire que oui, il y a des sites qui étaient à risque, mais ils ne sont plus à risque, il se serait informé quelque peu, il aurait su quels sont les sites qui sont vraiment à détruire. Et puis après, le spectacle qu'on voit avec les populations, les baluchons un peu partout, les yeux hagards, des mosquées même qui sont détruites. On a vu à Boribana, les gens ramasser des Corans. C'est pas bon. Et je pense que le ministre-gouverneur a eu tort de procéder ainsi. Et le président de la République a vraiment raison, à contrario, de l'interpeller, de confier, parce qu'il faut le dire, de passer le dossier quasiment au Premier ministre pour lui dire il faut prendre les choses en main, que se fasse. Finalement, bon, le Premier ministre est notre messie. C'est à lui qu'on a recours chaque fois qu'on a des difficultés. Mais sur ce coup-là, le ministre-gouverneur s'est vraiment planté. Ça, c'est malheureux. Landry Couillon, pour lui, pour Guillaume Bateau, c'est un désaveu pour le ministre-gouverneur. Vous partagez cet avis? Ali, je voudrais d'abord souligner que ces opérations interviennent à peine 2 semaines après la CAN. Vous savez, la CAN a été autant un événement sportif, mais aussi politique. Un moyen pour le chef de l'État et de son gouvernement de pouvoir créer un sentiment d'appartenance nationale. Et il n'a pas manqué, il n'a pas fait l'économie de ce propos, être ivoirien. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui être ivoirien dans une Côte d'Ivoire solidaire? C'est de pouvoir partager ensemble de belles émotions, bâtir ensemble et tirer les fruits. Mais c'est aussi pour l'administration de veiller à ce que tout le monde ait des conditions de vie dignes. Pendant plusieurs décennies, il y a eu cette sorte de laxisme administratif, au sens où le désordre urbain s'est installé en Côte d'Ivoire et que nous avons laissé des individus dans le besoin s'installer dans des conditions difficiles. On y a de la famille, mais pourtant, chaque année ou presque, on est emmené à faire le fameux décompte macabre. Il fallait bien briser ce cercle vicieux-là. Parce que l'État de Côte d'Ivoire est responsable, en tant qu'autorité administrative, de veiller à ce que chaque citoyen soit protégé dans son intégrité physique. C'est même étonnant que jamais l'État de Côte d'Ivoire n'ait été poursuivi, en tout cas pour ce que je sache, de ce que chaque fois qu'il y ait des familles qui aient perdu la vie ou des individus, l'État aurait pu être poursuivi devant les juridictions administratives parce que le travail n'a pas été fait entre-temps. Sauf que même lorsqu'on décide de pouvoir restaurer les choses comme il faut, parce qu'il y a nécessité, la mise en œuvre nécessite bien sûr que les vertus de solidarité, d'humanisme puissent être observées, puisque c'est la Côte d'Ivoire solidaire, et c'est le minimum. Et comment est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre ces vertus-là, sinon avant, pendant et après? Pour vous paraphraser, oui, il faut des déguerpissements, mais avec la méthode. Mais justement, la méthode, ce serait quoi? Il s'agit de personnes humaines. Et donc, du coup, l'humanisme, avant ces opérations, c'est d'aller vers ces personnes et leur apporter l'information. C'est leur dire, voici ce que je ferai. Pourquoi je le ferai? Comment est-ce que je le ferai? Prenez votre disposition. C'est important. Et on me dit qu'il y a eu des mises en demeure. Oui, mais il y a aussi l'opinion publique, parce que le choc n'est pas que pour ces populations. Pendant ces opérations-là aussi, bon, certains me diront qu'il y a eu des sapeurs. Moi, je n'ai pas vu autant d'équipes médicales, parce que le choc que l'on reçoit, et même après, l'après, c'est quoi? Ce sont les différentes mesures de relocalisation. On se rend compte que c'est dans la précipitation, après les émotions, après les contestations, qu'on est en train de prendre ces fameuses mesures-là. C'est en cela que le chef de l'État rappelle. Pour moi, un désaveu, mais c'est juste un rappel pour dire, attention, lorsque je t'envoie en mission, il faut savoir t'envoyer. Et savoir t'envoyer, ce n'est pas oublier que tu dois agir en veillant à ce que l'action de l'administration publique ne porte pas atteinte à l'ordre public et la paix sociale. Docteur Boga Sako-Gervais, le regard du défenseur des droits de l'homme. Merci. Je voudrais d'abord compatir et puis manifester ma solidarité à toutes ces populations qui ont été victimes de cette situation. Je rappelais tantôt aux amis que samedi, hier, 2 mars, nous avons constitué une délégation, non seulement de la FIDOP, avec notre avocat, Maître Hervé Guamene, mais également nous avons associé 2 autres organisations de la société civile, notamment ACI de Puchéric Balé et la présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Nous sommes allés à GESCO. Nous avons rencontré les victimes à travers les leaders, les porte-paroles sur le site de la cité Jardin d'Éden. Ils étaient tous là et on s'est parlé. Ce que nous voulons faire en tant que société civile, je commence par là avant d'aller plus loin, c'est que nous voulons apporter une assistance juridique et judiciaire à ces personnes-là. De façon à ce que les personnes qui étaient dans leur bon droit,
qui avaient les ACD, qui ont été victimes, etc., nous puissions porter une plainte contre l'État. Elles ont le droit de le faire. Et comme le disait mon voisin Kuyo à juste titre, c'est qu'en Afrique, en général, on se dit que l'État est trop fort, l'État est trop puissant, ça ne vaut même pas la peine. Je pense que pour une fois, il faut qu'on essaie. Même si c'est de façon symbolique, on devrait pouvoir le faire. Vous qui êtes allé sur le terrain, oui. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui étaient en droit de rester sur cette terre, qui avaient par exemple un arrêté de concession définitive et qui, malgré cela, ont été déguerpis? Oui, il y en a, mais pour vous répondre plus froidement, parce qu'avant d'aller attaquer le gouvernement ou l'État de Côte d'Ivoire, il faut s'assurer que les gens ont raison. Exactement. Les gens ont des ACD, dont des gens avaient des documents que l'État leur a donnés, délivrés. Et malgré cela, ils ont été victimes de cela. Mais je vais aller, pas à pas, vous dites que le chef de l'État a prononcé 2 mots forts, solidarité et humanisme. Je voudrais dire que tout ce qu'on entend là, il y a un article fort dans notre Constitution. Je pense que c'est le plus important des articles de la Constitution. C'est l'article 2. Parce que l'article 1er, à la vérité, donne l'identité de la Côte d'Ivoire. L'article 2 dit ceci. La personne humaine est sacrée. Alinéa 1. Alinéa 2. Les droits de la personne humaine sont inviolables. Alinéa 3. Tout individu a droit au respect de la dignité humaine et à la reconnaissance de sa personne juridique. Ce n'est pas écrit n'importe où. La Constitution, c'est le document de base de notre pays. Et quand le chef de l'État le dit, M. Bakongo doit comprendre ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que, supposons même que vous preniez un voleur ou un tueur, il doit être traité avec dignité, avec respect. À supposer que tous ceux qui étaient à Boribana, à Gesco, étaient des criminels, on ne les traite pas avec des caterpillars. Ils ont des droits en tant qu'êtres humains. C'est ça que je veux dire à tous ceux qui pensent que l'État avait raison. L'État ne peut pas avoir raison. Sinon, la France n'allait pas traiter avec notre pays pour débourser près de 32 milliards pour dire à la Côte d'Ivoire, il faut traiter ces gens-là pour qu'ils sachent, pour qu'on puisse les traiter comme des humains. Parce que, vous savez, en France, là-bas, même quand tu as occupé un site illégalement, le temps que tu as passé, là, tu as passé 6 mois, etc., l'État... C'est pas qu'en France, même ici. Non, mais je donne cet exemple-là, parce que c'est la France... C'est une référence pour dire qu'il y a ce qu'on appelle les droits acquis. Quand l'alinéa 2 dit... Les droits de la personne humaine sont inviolables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu avais un ACD là, ce droit il est inviolable. Si tu n'as même pas de ACD, il y a ce qu'on appelle aussi les droits acquis. Quelqu'un me disait, oui, mais pourquoi ils sont allés habiter là? Mais comment que des gens habitent là depuis 1 an, 2 ans? Vous allez battre campagne là-bas. En période d'élection, là, ils sont tous là-bas. Mais que répondez-vous à ceux, notamment de l'équipe du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, qui estiment que ces personnes... soit ont des droits de fait, comme vous l'indiquez, mais qui ont reçu des mises en demeure. Moi, je ne les défends pas. Je vous donne les éléments de langage. Qui ont reçu des mises en demeure, qui ne doivent plus être là, qui ont été dédommagées. Très bien. Vous savez, ça, c'est vous qui le dites. Ou bien c'est le ministre-gouverneur qui le dit pour se justifier. Nous sommes dans un pays où on a une télévision nationale, on a une radio nationale, on a même un journal gouvernemental. Ce que M. Koyo vient de dire tantôt, l'État, là, quand il veut agir, il s'entoure des garanties. Moi, je suis outré de voir que la communication de l'État aujourd'hui s'amplifie là où elle aurait dû commencer. Avant de casser, il fallait d'abord communiquer. Et puis, il n'y avait pas d'urgence. On vient de finir la canne. Où était l'urgence? Et puis, on casse une école. C'est pour ça que nous tous, on va à GESCO, parce que le cas de l'école est symbolique. L'État affecte et l'État casse. Et puis, l'État prend notre argent maintenant pour aller payer des tables banques. C'est quelle est cette cacophonie-là? D'accord. Alafé Wakili? Donc, moi, je pense que la première phase est terminée. C'est cela. Donc, une seconde phase est annoncée. Je ne pense pas qu'il ait été mis fin aux opérations. La première phase est terminée. Et sous la coordination du Premier ministre, avec davantage donc, quel était le calendrier? Enfin, on peut avoir le calendrier. Oui, on reviendra certainement là-dessus. Il y a eu un communiqué qui a annoncé une seconde phase. Il est évident que peut-être la première phase n'a pas été communiquée comme pour la seconde phase, mais il y a eu un communiqué qui a annoncé une seconde phase et qui devrait se faire dans des conditions certainement améliorées. Et on note aussi que le mercredi, il y a une partie de l'opinion qui a eu une sorte de soulagement en considérant, comme il a dit, qu'il y a eu un rappel à l'ordre, il y a eu un désaveu. Et moi, ma réaction, quand j'ai vu cela, était de dire, mais très bien, c'est très bien, ils sont contents, le chef de l'État a rappelé à l'ordre, a désavoué, il n'y a pas de problème, mais ce qu'il faut noter, c'est que tout le monde est content.
parce que le district, le ministre-gouverneur semble aussi se retrouver dans cette exhortation du chef de l'État, puisqu'il assurait que c'est la vision du président de la République qu'il essaie de décliner à sa manière, avec ses méthodes, qui ont été l'objet de lauriers ailleurs par le passé. Voilà, c'est ces mêmes méthodes-là qui lui ont fait glaner des lauriers à Koumassi, par l'État, qui l'a il avait reçu le prix d'excellence du meilleur maire. De l'État. Le prix national. Pas des populations. Bon, on laisse à la fin terminer. Et après sa première élection en 2018, alors que certains avaient décrié, je crois qu'il a été réélu en 2023. Je ne pense pas que ce soit un désaveu. Et parmi les personnalités qui, aujourd'hui, peuvent éventuellement désavouer sa méthode, il s'est trouvé quelques cadres qui étaient allés à son école, à Koumassi. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'État qui est responsable, tout en donnant l'impression de désavouer, sait aussi qu'une mission lui a été confiée et que le ministre-gouverneur, qui est devenu Premier ministre, a été souvent sur le terrain à Koumassi. Il a beaucoup contribué aux travaux qui ont aidé à donner un meilleur visage à Koumassi. Comme quelqu'un me le disait, tout le monde parle de Bakongo, mais beaucoup oublient ce que discrètement le district d'Abidjan a fait à travers Begré Mambé, qui est aujourd'hui devenu Premier ministre. Non, on va dire que c'est M. Begré Mambé qui casse. Parce que c'est pas ça. Attendez votre tour de parole, s'il vous plaît. Je parle des actions. Il n'y a pas que eu des cas systématiques à Koumassi. Il y a eu des actions d'embellissement, de réhabilitation, il y a eu des bitumes, il y a eu des routes, il y a eu un certain nombre de choses. Et moi, je dis que la première phase est terminée. Il faut déplorer des dérapages et des bavures qui ont pu avoir lieu et se réjouir de ce qu'il n'y ait pas eu de blessés, ni même de morts, alors que souvent, la pluie et d'autres intempéries créent des morts. Ce qui s'est passé, c'est une émotion, c'est un préjudice psychologique et moral qu'il est temps de réparer et pour lequel nous devons mobiliser les énergies pour aboutir à ce que le maire de Yopougon a appelé lui-même le combat des solutions. Il dit qu'il n'est pas intéressé par la guerre de la destruction. Lui, il va mener la guerre des solutions. Ensemble, tout le monde a des solutions. Parce qu'on a eu le sentiment que certains ont choisi d'accabler, d'envenimer, d'accabler de façon excessive et de ne pas participer à la réflexion, à la bataille des solutions sur lesquelles nous sommes désormais engagés et pour lesquelles il faut engager en retenant que l'appel du chef de l'État, c'est avant, comme a dit Kouyo, avant, pendant et après. La solidarité et l'humanisme, c'est avant. C'est avant, en prenant conscience, c'est avant, pendant et après que nous devons être solidaires et humain et non uniquement dans la dénonciation. Et pour cela, voyez-vous, à GESCO, vous y êtes allé. Tout à fait. L'école principale Sainte-Hélène, vous avez bien vu qu'elle a besoin d'une couche de peinture. On ne l'a pas détruite, l'ancienne école. Oui. Voilà, mobilisons-nous par exemple pour cette école, pour la rénover, la rafraîchir. La rafraîchir. Ce n'est pas C'est ça la solidarité, c'est ça la solidarité, mobilisons-nous. On vous a bien entendu, on n'a pas besoin de détruire. Il a été question justement de faire du ravalement pendant la CAN. Arranger les abords des immeubles, c'était prévu, mais finalement, le délai étant court, les budgets n'étant pas disponibles, rien n'a été fait et il est important, pendant que la situation est apaisée, pendant qu'il est fait appel à notre solidarité, à notre humanisme, il est important de voir comment... Vous cassez, puis nous on va venir... L'école n'est pas cassée. L'école Sainte-Hélène, l'ancienne école n'est pas cassée. D'accord, on reviendra, on va marquer un point d'arrêt à cette école pour bien comprendre la situation. Professeur Bangali, ensuite professeur Arthur Banga. Oui, je pense qu'il faut quand même apporter la dimension mémorielle dans, je dirais, le déploiement de l'action publique qu'on a observé dans le cas de ces déguerpissements qu'il y a eu dernièrement. Parce que finalement, ce qui se passe dans le Grand Abidjan a été expérimenté dans un laboratoire qu'on appelle Koumassi. Et donc, pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe dans le Grand Abidjan, il faut repartir en arrière. Et l'historien que je suis souhaiterait quand même relever deux faits. C'est qu'à Koumassi, il y a eu les opérations contre le quartier Fanny, Oufo-Boigny 1 et 2. Et généralement, dans le débat public, c'est ressorti ici.
on parle de la dimension, disons, des lauriers qu'aurait remporté l'ancien maire de Koumassi, mais on oublie aussi de dire qu'il y a eu un procès intenté par l'avocat Dogo Koudou contre le maire, sinon la mairie de Koumassi, après la destruction des deux quartiers de Oufo-Boigny 1 et Oufo-Boigny 2. Et disons, c'est vrai que la procédure est encore en cours, mais un verdict a été donné en mars 2023 où la mairie a été condamnée. Et ce qui a été condamné dans ce verdict-là, ce sont les méthodes utilisées par la mairie, le fait de détruire des habitations sans avoir prévu à l'avance des solutions de relogement. Et cette méthode qui a été sanctionnée donc, par la justice ivoirienne en mars 2023 dans le cadre des déguerpissements qu'il y a eu à Koumassi, monsieur le ministre-gouverneur qui est nommé les reproduit à l'échelle du Grand Abidjan en espérant avoir un résultat différent, donc une approbation. Donc c'est clair que ce qui n'a pas été accepté à Koumassi, c'est vrai que derrière, il y a eu ce maquillage politique de lui décerner une distinction honorifique pour donner l'impression finalement que ce qu'il a fait, c'était plutôt quelque chose qui était plutôt bien vu, mais la justice est prononcée. C'est vrai que la mairie a fait appel et donc la procédure est relancée. Ils n'en sont pas encore au bout, mais il existe une jurisprudence dans le cadre justement des déguerpissements de Koumassi qui démontre clairement que cette méthode-là, l'État doit y renoncer parce qu'il y a un défaut, je dirais, non seulement d'humanisme, mais le sens de la responsabilité de l'État. Quand vous intentez une action qui jette à la rue des milliers de familles, rien que pour Mosikro, on parle de près de 30 000 personnes qui se retrouvent du jour au lendemain jetées à la rue. Nous sommes dans une ville déjà, selon les études de la Banque mondiale, qui a un déficit de logement de 800 000. Et donc, déjà, ceux mêmes qui ont les moyens n'arrivent pas à se loger. Alors, quand des personnes démunies se retrouvent de cette manière jetées à la rue, finalement, quelle est la suite pour ces vies-là? Quelle est la suite pour ces familles qui, certainement, vont transiter chez des parents, mais au bout de 2 ou 3 mois, vont se retrouver dans une situation de promiscuité et donc, soit vont repartir, reconstituer ces mêmes quartiers précaires-là, ailleurs d'autres, parce que l'État ne leur a pas offert une autre possibilité. Et donc, finalement, je pense qu'on ne peut pas reproduire dans le Grand Abidjan ce qui a été sanctionné par la justice à Koumassi. Et le chef de l'État, le gouvernement fait bien, finalement, de sortir de son silence après le démarrage de ces opérations et d'avoir remarqué l'émoi que ça suscitait dans la communauté nationale pour se prononcer dans le sens de rappeler à l'ordre le ministre-gouverneur. Et je pense qu'en cela, le gouvernement ne fait que s'aligner sur l'impression générale qui prévalait par rapport à ces cas-là au niveau de l'opinion nationale. Ce que je veux dire, c'est que la justice n'a pas sanctionné définitivement. La procédure est toujours en cours, mais justement. on tient compte quand même du premier verdict. Absolument, on est d'accord. Donc le premier verdict condamne la mairie. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas définitif. C'est juste la précision, exactement. La procédure sur son cours. En première instance, déjà... Professeur Arthur Banga. Moi, je pense que... je suis d'accord, hein, c'est un désaveu, peut-être que le mot est gentil. Parce que déjà... M. Bakongo dilapide tout ce que le RHDP et le chef de l'État pouvaient attendre à la fois de la canne, à la fois des grâces. Ils n'ont même pas eu le temps de profiter de ça et qu'il leur envoie ces casses. Et ce qui est vilain, c'est l'entêtement. L'entêtement parce que là, la première phase n'est pas arrêtée, elle a échoué. Il ne faut même pas avoir tué. Il avait prévu continuer dès le lendemain lundi. Exactement. Il y a un échec total de sa politique. Pourquoi? Parce qu'il y a un entêtement. Dès qu'il a fait le premier pas à GESCO, le maire de Yopougon, qui plus est président de l'Assemblée nationale, qui est du même camp politique que le ministre-gouverneur, a fait une déclaration publique, mais qui ramenait cette déclaration publique au-delà du défi, qui a mis sur la table publique des débats internes. Oui. Passionnants et difficiles, je pense, pour M. Bakongo, même si hier, il y a eu une sorte de communiqué pour masquer. Il y a eu un débat interne difficile, mais ça ramène au basique. Je ne peux pas rentrer dans une cour sans chercher le chef de famille ou un représentant de la cour. On ne peut pas rentrer à Yopougon, casser des choses, alors que le maire de Yopougon s'est plaint publiquement. Vous a rencontré. Et vous avez tous les deux à arrêter une méthode. Mais cet entêtement à vouloir peut-être avoir une marque de fabrique Bakongo, qui, il ne faut pas le dire, a été une réussite dans certains cas. Rien que avant que Bakongo ne passe au ministère de la fonction publique, vous arrivez au ministère de la fonction publique, vous ne pouvez pas y aller. Mais il a su remettre les choses en endroit là-bas. Il y a un procès sur Koumassi, il y a des choses, mais
Maintenant, il y a une méthode qu'il doit appliquer. C'est d'autant plus dommage que tout ce qu'il pouvait poser la réalité de cette politique, parce qu'il y a une réalité. Il y a une réalité des quartiers précaires. Il y a une réalité de l'instabilité dans ces quartiers précaires. Il y a une réalité de la question foncière dans ces quartiers. Il y a toute cette réalité-là. On ne peut même plus en parler sereinement, parce que M. Bakongo s'est enfoncé, la tête baissée. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce qu'il aurait dû faire. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il reçoit les maires? Pourquoi? Pourquoi c'est après une déclaration plus que fâcheuse, et le mot est gentil, de M. Abékan qui va le voir? L'abbé Abékan qui va le voir. Pourquoi maintenant? Pourquoi attendre que le gouvernement rappelle à l'humanisme et à la solidarité avant de le faire? Aujourd'hui, M. Bakongo a fait de telle sorte que la question réelle, qui est la question des quartiers précaires dans notre cité, de leur gestion dans notre cité, est passée au second plan. Aujourd'hui, je ne suis même plus sûr qu'il ait le courage de casser, même quand il aura raison, parce qu'il s'est tout seul tiré un bras dans le pied. Peut-être qu'il y a un émoi général, mais c'est aussi l'occasion justement d'aborder la question de la gestion des quartiers précaires. C'est aussi pour cette question que nous sommes sur ce plateau. Alors Guillaume Bato a été le premier à se signaler. Je reviens voir Arthur Banga. Il y a un débat sur, on va parler la méthode Bakongo. Alors, on ne va pas faire une fixation sur... Oui, mais malheureusement, c'est ça, le débat. Arthur l'a dit, M. Bakongo en a fait à sa tête. Parce que vous ne pouvez pas. Alors, monsieur, je veux préciser une chose. Vous avez fait vos commentaires et observations. On ne va pas faire un procès. Non, c'est pas un procès. Je n'ai pas fini. Laissez-moi aller au bout de mon idée. On ne va pas faire le procès du ministre-gouverneur alors qu'il n'est pas là. Je veux bien qu'on le confronte sur... ces méthodes, comme vous les dénoncez, en sa présence ou en présence d'un de ses représentants. Oui, bon, on le fera la prochaine fois. Oui, Guillaume, allez-y. Terminez. Moi, j'ai écouté attentivement, à l'occasion des élections locales, Mme Adjaratou, qui était une de ses adversaires à Koumassi. Justement, elle avait pointé du doigt cette façon de faire, qui était la face noire de la success story de Bakongo à Koumassi. Comme on espère avoir l'occasion de le voir en face pour faire le débat, je vais m'arrêter là. Pour dire quoi? Pour dire que le gouvernement était bien obligé, face au tollé général, de mettre balle à terre. Parce que, tu l'as dit, il y a un vrai problème de sécurité, de salubrité et d'occupation même de la ville d'Abidjan. Il y a un vrai problème de l'engorgement de la ville d'Abidjan, de tous les schémas directeur de la ville d'Abidjan. Mais malheureusement, en procédant ainsi, ces débats de fond sont occultés par la détresse de ces populations. Guillaume, je propose que nous n'occultions pas ce soir ces problèmes. Est-ce qu'on peut les aborder après? Oui, mais c'est ce que je disais. Je veux dire, quand vous avez une ville comme Abidjan, qui a pratiquement aujourd'hui près de 7 millions d'habitants, avec la concentration de la quasi-totalité de l'économie nationale dans une seule ville. Ça pose problème. Ça pose le problème même de l'ambition de l'État de Côte d'Ivoire par rapport au développement de notre pays. Et il y a eu des volontés de décentralisation. Ça pose du tout aussi la question même de la faiblesse de la politique de décentralisation de façon générale. Comment faire en sorte que les autres régions de Côte d'Ivoire soient des pôles économiques viables pour ne pas que tout le monde soit obligé de descendre sur Abidjan. Parce qu'après, ça devient intenable. Ceux qui habitaient Boribana, Mosikro ou Mbako 2, ce sont les gens, les petits fonctionnaires, les petits ouvriers des zones industrielles qui ont à peine le SMIC et qui ne peuvent pas se payer une maison. Donc c'est un vrai problème social, c'est un vrai problème politique qui se pose. Et aujourd'hui, moi j'espère que maintenant que le mal est fait, maintenant que le président de la République lui-même parle du mécanisme de solidarité, et que les débats qui vont se faire avec les maires, avec les populations, parce qu'il n'y a pas que les maires. Les représentants de ces populations sont là. Il y a des syndics. Avec ces gens-là, j'espère qu'on va aller au fond et qu'on va adresser ces problèmes dans une discussion responsable. Parce que malheureusement, en Côte d'Ivoire, on a pris l'habitude de déplacer les problèmes, de tirer les problèmes par les cheveux et de ne pas trouver de solution. D'accord. Je termine sur, par exemple, les mises en demeure. Moi, j'ai regardé les mises en demeure. Elles sont impersonnelles. C'est un document que chacun peut faire. Et on dit on a fait la mise en demeure. Mais une administration responsable, si vous voulez détruire la maison de quelqu'un, vous faites une décharge. Vous faites une décharge, la personne signe. Pourquoi vous pouvez le lui
opposés. D'accord, très bien. Bon, donc, alors, on est beaucoup resté sur la forme. Vous avez beaucoup dénoncé les méthodes employées par le ministre-gouverneur. Cela peut s'entendre. Comme je l'ai dit encore une fois, on avait même souhaité avoir l'un de ses représentants lui-même sur ce plateau. Malheureusement, ils ont décidé de ne pas prendre la parole. Donc, il ne peut pas se prévaloir qu'on vient le critiquer s'il n'est pas venu. Non, s'il vous plaît. Ils ont proposé de venir plus tard, qu'ils ne pourraient pas prendre la parole en l'état actuel des choses. Messieurs, il y a des questions de fond. Arthur Banga les a égrenées un tout petit peu, vous aussi, Guillaume Bateau. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan a rappelé qu'il faut quand même libérer les emprises des routes, de certaines infrastructures de l'État. Il faut prévenir les dégâts liés aux pluies. Je pense au glissement. Aujourd'hui, il y a une grosse averse qui s'est abattue sur Abidjan. Je ne sais pas pour l'intérieur du pays. En ces moments-là, il peut y avoir des dégâts. Ce sont là les problèmes de fond. Comment on réagit face à ces problèmes de fond, Landry Couillot? Alors, Ali, le ministre-gouverneur Bakongo a rappelé sa feuille de route. Elle tient en 2 grands axes. Hein. Le premier axe, c'est de pouvoir régler le problème du désordre urbain. Et le deuxième, c'est l'assainissement. Mais on ne peut pas traiter Abidjan que par des feuilles de route, un plan stratégique. Je ne parle pas d'un plan d'urbanisme. Hein. Je parle d'un plan stratégique global de la ville d'Abidjan afin de lui donner une identité. Mais qui dit que les feuilles de route ne font pas partie d'un plan stratégique global? Non, je dis qu'on ne peut pas se limiter qu'à ça parce que le ministre-gouverneur aujourd'hui a l'opportunité. Bon, on va dire le mal est déjà fait, ok, mais il y a aujourd'hui, l'abcès est crevé, n'est-ce pas? Il a nécessairement besoin de pouvoir avoir tous ces acteurs-là de sorte à pouvoir sortir, en fonction de la réalité que nous connaissons, un véritable plan stratégique pour que nous puissions savoir ce que Abidjan sera dans 10, dans 20, dans 30 ans. Et c'est important que le citoyen le sache. C'est important que celui qui veut s'installer à Abidjan sache ce que Abidjan sera et se conforme à cela. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous vivons est une succession, est la conséquence de plusieurs crises connues en Côte d'Ivoire depuis plus de 3 décennies. Il ne faut pas l'oublier, la crise économique, il y a la crise militaro-politique qui a facilité le déplacement de population depuis l'intérieur du pays jusqu'à Abidjan. Et donc, ces personnes-là sont arrivées à Abidjan dans la détresse. Pendant ce temps, on a un État de Côte d'Ivoire et son administration publique qui n'ont pas pu fonctionner comme il le fallait. Donc, on a assisté tous là à cette anarchie de cette ville d'Abidjan. Et aujourd'hui, si on a la possibilité d'engager le fameux projet de redressement urbain de la ville d'Abidjan, c'est parce qu'il y a une embellie. Il y a une embellie plutôt, il y a une accalmie, il y a une certaine paix qui s'installe et il va falloir traiter les choses comme il le faut. Il y a des experts dans la matière qu'il va falloir consulter, il y a des élus locaux, mais il y a surtout le leadership du business-gouverneur qui sera déterminant. Lequel leadership doit être un leadership qui est inclusif, permettre à tous les autres de pouvoir travailler de concert en vue de sortir des solutions. Pour l'heure, on a un leadership qui se voulait être directif. J'ai ma mission, je le fais parce que je veux pouvoir mériter la confiance du chef de l'État. Mais il ne faut pas oublier que le chef de l'État lui-même, il tient son autorité de la confiance que le peuple de Côte d'Ivoire a investi en lui. Donc, du coup, lorsqu'on décide de pouvoir agir selon le chef de l'État, il va falloir considérer la confiance du peuple de Côte d'Ivoire, ne pas mettre en balle. Bien sûr. La semaine dernière, dans cette émission, ça a été un moment où on a tous été pris d'émoi. Arthur Banga qui rappelait une partie de sa vie, dans des quartiers comme Saint-Loi, si mes souvenirs sont bons, ou Tofiato. Si vous êtes à Saint-Loi, vous qui nous regardez ce soir, que vous avez reçu une mise en demeure à plusieurs reprises, l'État vous a dit qu'on devrait déguerpir cette zone et que certains sont partis, certains ont été recasés et d'autres sont restés. Ceux qui sont restés, comment l'État doit se comporter vis-à-vis de ceux-là qui savent qu'on doit les déguerpir ou qui ne savent pas, mais qui restent dans ces zones. Professeur Arthur Banga. Il y a déjà un problème que je ne comprends pas au niveau de l'État. J'ai entendu surtout pour Bouribana qu'on les a dédommagés, on les a relocalisés. Moi, je pense que quand on a un projet, il y a le suivi-évaluation. Si je dédommage quelqu'un parce qu'il doit quitter un lieu, mais je m'assure qu'il quitte le lieu. Parce que très souvent, les autorités, comme on le dit, sont dans le court terme. Donc, il y a même des endroits qui ont été cassés en Côte d'Ivoire, dans ces quartiers, qui ont été repeuplés. Parce que si tu casses, qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, il revient. Donc déjà, je ne comprends pas ça. Il y a une deuxième chose, c'est que ça peut paraître bizarre, mais il y a des gens qui louent. Il y a un vrai système de location dans ces quartiers, où tu loues ta chambre, tu loues même la prise. Hein. Moi, je me rappelle, la prise faisait 1000 francs et l'ampoule 500. Donc avec 1500, tu as l'accès. Peu importe ce que tu mets dans ta prise, donc tu t'imagines tout le trafic qu'il y a derrière, parce que avec un fer à repasser, avec un frigo, c'est le nombre de prises qui compte, par exemple. Donc il y a une bonne partie des locataires qui n'est même pas au courant de la relation que l'État peut avoir avec les propriétaires identifiés.
Mais il y a des propriétaires identifiés et en ce moment, il faut une discussion avec eux. Donc, il y a une bonne partie de la solution, c'est de dire ceux qui ont été identifiés, d'être dédommagés, qui ont continué de persister, soit on a les poursuivre en justice. Et puis après, établir une discussion avec... Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils sont mis en demeure. Locataires, en fait. Les locataires, ils ne savent même pas. Et ils louent. D'ailleurs, c'est même criminel, quelque part, de laisser en location un tas d'insalubrité. C'est-à-dire, il y a des gens qui font de l'argent dans ces quartiers-là, sous les yeux de l'État. Après, ce que je vais dire déjà dans ces quartiers, la première solution, si on décide de les garder, c'est déjà de donner un minimum. Souvent, il n'y a pas d'école, il n'y a pas... Et de donner un minimum d'exigence à ces propriétaires. Parce que je dis, il y a des véritables propriétaires qui font un vrai commerce dans ce quartier. Et c'est eux qui reçoivent en général les indemnités. C'est eux qui reçoivent les mises en demeure. Et les autres ne sont pas au courant. Est-ce qu'il n'y a pas justement une mafia à démanteler? Total, je suis bien d'accord avec ça. Oui, Guillaume. Oui, pour parler à... On a eu une expérience de déguerpissement, on n'a pas de Washington, au début, vers la fin des années 90, 97, 98, par là, qui a été... 90% des gens ont été recasés à Biabou. Moi-même, quand je commençais à travailler pour mon journal, j'y ai fait des remontages. Donc, on a des cas pratiques où des populations de quartiers précaires ont été recasées. Il y a même beaucoup de cas dans le développement de la ville d'Abidjan. Historiquement, on vous dit que l'actuel Anoumabo était où il y a le tribunal aujourd'hui. Donc, ce n'est pas nouveau. Je veux dire que l'État de Côte d'Ivoire a un corpus d'expérience en matière de recasement des populations. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est un délitement de la responsabilité de l'État. C'est-à-dire que les gens qui sont chargés de faire ce travail ne le font pas selon les règles qui sont fixées. C'est ça qui pose problème. Et Ali a demandé, on est par exemple à Boribana, on dit que vous avez été dédommagé, vous devez partir, vous ne partez pas. Mais ce que j'ai dit en début, le ministre-gouverneur arrivé aurait pu aller au-devant de cette population. Moi, voilà les documents que j'ai. Je pense qu'il a fait une visite à Boribana. Bon, voilà les documents que j'ai. Vous avez été indemnisé. Et vous aurez dû partir depuis telle date. Vous ne partez pas, mais moi, je vous dis, dans 2-3 semaines, nous viendrons casser ces maisons. Et avoir une discussion avec ceux qui habitent. Et tu l'as dit un peu, parfois, il y a les propriétaires des baraques qui sont à Cocody, qui sont à Makori, et qui ne sont pas sur ces sites. Et on a vu aussi, j'ai parlé des mises en demeure, qui sont impersonnelles. Vous allez regarder, vous allez demander au district d'Abidjan, les mises en demeure qui sont publiées aujourd'hui sont impersonnelles. D'accord. Donc, je veux dire, la seule solution qui aurait été valable, c'est de prendre langue avec les populations elles-mêmes et trouver de vrais interlocuteurs. Mais Guillaume Bato, rien ne nous dit que cela n'a pas été fait. Mais c'est ce qui se dit partout aujourd'hui. D'accord, très bien. Moi, j'ai rencontré, pour le journal Notre Voix, nous avons donné la parole au porte-parole des gens de GESCO, de Banco 2. Et Banco 2, moi j'étais surpris d'apprendre que c'est un village. C'est un village entier. C'est même pas un quartier précaire à l'origine. Est-ce que vous voyez? C'est parce qu'on allait discuter avec eux. Et ceux-là vous disent, nous sommes un village, on ne voit pas pourquoi on viendrait nous détruire, parce qu'il y a des gens qui sont à la marge. Donc il y a toutes ces informations parce qu'on ne va pas au fond du sujet, on ne rencontre pas les vrais interlocuteurs. Mais justement, c'est pour ça qu'on essaie de toucher le fond du sujet. À l'affaire Wakili, tout à l'heure, dans le développement d'Arthur Banga, on a pu déceler qu'il peut avoir une mafia derrière la location des habitations, des logements et appartements dans ces quartiers précaires-là. Comment on peut lutter contre cette mafia? Vous voyez, le ministre-gouverneur, dans son action de sensibilisation, a rencontré Père Abékan. Et il lui a expliqué le cas de Boribana en disant, au bord de la lagune, lorsqu'il y a des décès, les gens n'ont pas de cimetière, ils ne font pas les conditions, ils jettent des bébés. Au bord de la lagune? Au bord de la lagune. C'est devenu un cimetière. On a entendu même des témoignages de personnes qui feraient des inhumations en bordure voilà, c'est ça. En dehors des bébés, il y a peut-être des choses normales comme ça qui se font. Donc, on disait que ce qui s'est passé fait passer au second plan le débat de ces quartiers. Mais on en parle, ça ne passe pas au second plan. Et le Premier ministre va coordonner l'action, ce n'est pas passé au second plan. Et
je ne sais pas si, avant l'action du ministre-gouverneur, le gouvernement, même s'il a abordé la question en divers mercredi dernier, après avoir épuisé l'ordre du jour, je ne sais pas si, sans l'action du ministre-gouverneur, le gouvernement se serait saisi de la question. Le chef de l'État aurait invité à faire preuve de solidarité et d'humanisme. Et donc, il ne faut pas voir uniquement les mauvais côtés des actions qui sont entreprises. Parce que nous en parlons et nous en prenons davantage conscience et nous faisons des propositions pour que les cadres de vie des différentes populations soient assainis. Et je pense que c'est cet aspect-là qu'il est important de retenir en signalant que pour Boribana, il y a eu quand même quelque chose. Avant la CAN, lui, il a dit que le ministre-gouverneur y est allé, il allait faire un tour à Tchékoubé, il a visité les sites. Et le lendemain, les populations de là-bas ont commencé à faire de la communication. Pour dire, on veut nous chasser, il y a la CAN, demander un sursis, et si on nous laissait, mais nous, on ne va pas suivre la CAN, c'est pas bien. Donc, alors qu'il n'y avait pas eu de date précise. Donc, au vu de tous ces éléments, c'est pas ici des médias internationaux, la CAN arrivait, ça veut dire qu'ils savent qu'ils doivent partir. Ils ont commencé. Donc, de la même manière, lorsque la CAN est finie, ils savaient qu'ils allaient partir, on nous dit qu'on doit les sensibiliser. Moi, je ne sais pas comment on sensibilise, comment on communique. Des gens qui savent qu'on va les faire partir, qui amettent les médias internationaux en parlent. On nous dit, voilà, pendant qu'on a dépensé des milliards pour la CAN, ceux-là sont laissés pour compte, on veut les déguerpir. Et puis bon, on recule, ça recule, la CAN est finie, je ne sais pas qui devait partir pour qu'il y ait un déguerpissement à visage humain, et puis ils embrassent le déguerpisseur, et puis on donne ce coup de marteau, pendant qu'on déguerpit. Je ne sais pas s'il y a des déguerpissements et des démolitions à visage humain. Le ministre-gouverneur peut être preneur des solutions. Ils sont en train de proposer des solutions. Oui, le ministre-gouverneur et le gouvernement sont preneurs de solutions et ensemble, nous devons les trouver pour améliorer le cadre de vie des populations, pour faire respecter aussi les lois relativement aux emprises. Parce qu'on ne le dit pas assez, il y a eu un décret de 2014 qui demande de libérer les emprises des abords de l'autoroute à partir de 100 mètres. Et à l'intérieur, il y a des directives qui existent. Et je pense que chacun doit faire sa part de travail et éviter éventuellement que ça retombe uniquement sur le district, même si ça fait partie des compétences du district. Parce que le décret à l'époque indiquait les ministères concernés qui devaient le faire appliquer. Étant entendu que le chef de l'État qui est élu est le détenteur exclusif des pouvoirs et qu'un ministre-gouverneur peut avoir à appliquer une partie de la loi selon éventuellement son entendement, bien entendu en relation avec toutes les entités. Forcément. Docteur Boga Sako-Gervais, vous le défenseur des droits de l'homme, en termes de solutions, parce que finalement, Alafé Ouakili dit quelque chose de pertinent. Est-ce qu'il existe un déguerpissement à visage humain, finalement? C'est-à-dire que même si... non, laissez-moi terminer, Arthur Banga. Même si on prévient les populations de Boribana, aujourd'hui, 3 mars, que le 3 mars 2025, on va les déguerpir, il pourrait s'en trouver... le 3 mars 2025, à l'échéance arrivée, de dire non, on n'a pas été prévenu, nous, on n'a pas été dédommagés. C'est quoi les solutions, finalement? Très bien, merci beaucoup. J'étais là en train de me dire, j'espère que tout est équilibré en matière de prise de parole. Merci beaucoup de me l'avoir donné. Mais forcément, la parole, bien sûr. Votre tour est arrivé. Oui, bien sûr. La première des choses que je voulais dire, parlant de solutions, d'abord, moi, en tant que société civile, j'aime qu'on me sollicite avant de passer à l'action. Ça se passe dans les États. On convoque une réunion, on demande, faites des propositions de solutions. Avant que l'action, parce que quand l'action gouvernementale se met en marche, elle est puissante. Et même en termes de solutions, il y a 2 choses. On dit que la première phase est stoppée, etc. C'est une très bonne chose. Ce qu'on constate, si ça s'est vraiment arrêté, ne serait-ce qu'un peu, ça marque le respect pour les victimes. Et vous voyez, quand on est en train de parler, ça veut dire qu'on est en train de réparer ce que l'État a mal fait en agissant aussi vite. On me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez rencontré les gens, mais vous les rencontrez là. Moi, c'est aujourd'hui que j'apprends que monsieur le ministre-gouverneur est allé à Boribana. Pourquoi vous ne médiatisez pas là-dessus? Parce qu'en fait, ce qui s'est créé... C'est pas nous, non, je ne parle pas de vous. Écoutez, suivez mon discours. Oui, bien sûr, parce que quand vous voyez la population accabler l'État, c'est parce qu'on n'a pas été suffisamment prévenus nous-mêmes. Parce qu'on a des parents là-bas aussi.
Parce que si le temps que vous avez passé, regardez pendant la CAN là, regardez, comparez la communication autour de la CAN avec la communication avec ce qui s'est passé. Vous pensez que ce n'est pas comparable. Mais ce sont des vies humaines. C'est beaucoup plus grave même que la CAN. La CAN, c'est la réjouissance. Mais ici, là, je suis allé là-bas, il y a des gens qui dorment à la belle étoile. Des parents, des enfants. Il y a quand ils prennent la parole, mais tout le monde pleure. Donc, ce sont des réalités. On n'est pas venu ici pour accabler quiconque. Moi, je dis, première solution, le fait de suspendre. Et puis, souvent, excusez-moi, mais dans mon pays ou en Afrique, l'autorité n'aime pas souvent reconnaître qu'elle a fait une erreur. C'est De Gaulle, le 4 juin 1958, l'a dit à Alger. Je vous ai compris. Quand un dirigeant dit « je vous ai compris », ça soulage même. Parce qu'il peut se tromper, c'est un humain. Ici, il n'y a pas d'erreur. Et puis, on va dédommager. À l'école, on envoie des tables bancs. Là où on a cassé des tables bancs avec notre argent, il n'y a pas d'erreur. Mais le fait de dédommager, c'est peut-être un début de réponse. Oui, ça veut dire que déjà, il faut avouer. Un début de reconnaissance de l'erreur. Mais il faut le dire. Il faut l'avouer. Ça fait honte d'avouer qu'on s'est trompé. Mais non, le ministre-gouverneur, c'est une autorité de notre pays, non? Le ministre, le président de la République même là. Des familles sont écrasées comme ça, même si elles avaient tort. Donc moi, ce que je veux dire, la première des choses, c'est suspendre et puis on va parler. Regardez les maires là. Les maires se sont désolidarisés du ministre-gouverneur. Tout ça, peu importe le camp. Peu importe le camp. Ça veut dire que déjà, l'appareil ça a été mal goupillé. Et c'est pas nous. Bon, les maires. Quelle désolidarisation? Non, mais s'il vous plaît. Si les maires eux-mêmes. Non, mais s'il vous plaît, monsieur. Quelle action de désolidarisation? Le chef de l'État même dit. Ça manquait de solidarité et d'humanisme. Non, je vais intervenir sur un point précis. Non, mais ça pour dire que c'est plus grave. Je vais intervenir sur un point précis. Bref, voilà. La question a été précise en termes de solution. La première solution, il faut suspendre. Et puis parler avec les gens. Il y a des chefs de village, il y a des chefs de quartier. Moi, j'aurais aimé que le ministre de l'Intérieur ou bien le ministre gouverneur les reçoive. Et puis nous tous là, on est informés par médias interposés. Et puis ils donnent un délai. Et on communique sur le délai là. Et vous dites que, est-ce qu'il peut y avoir une démolition, un déguerpissement en douceur? Oui. Si les personnes sont déjà recasées. Washington, si les personnes sont déjà recasées. Si les personnes et les ayants droit sont dédommagés, on peut, nous tous, applaudir cette démolition-là, avant de venir planter les fleurs pour qu'on aille se promener. Donc moi, je veux dire, les solutions existent. D'accord. Seulement, c'est que c'est la méthode qui a failli. Très bien. Maintenant, je vais terminer par ceci. Oui, mais calmons-nous. Non, mais bien sûr, vous avez la parole. Vous avez la main, vous la gardez. Pour terminer. Je termine pour dire, lorsqu'il y a les éboulements en saison pluvieuse, nous sommes les premiers à accuser l'État. Parce que quand il y a des morts, dernièrement, la fois dernière, il y a eu encore des morts. Qui on accuse? On accuse toujours l'État. Donc l'État peut rétorquer pour dire, mais finalement, laissez-moi faire mon travail. Donc, quand l'État sait qu'on l'accuse, il dit, cette fois-ci, j'ai été trop accusé par les défenseurs des droits de l'homme et tout, je vais prendre des dispositions. Il faut les associer. S'il manque des idées, il manque des solutions, on va lui en proposer. Mais il ne faut pas qu'il casse. Et puis après, venir, comme me dit sur le plateau, proposer. D'accord. Professeur Bangali? Oui, je pense que finalement, la croissance des quartiers précaires témoigne du fait que finalement, à Abidjan, il y a de moins en moins d'offres en matière de dispositifs immobiliers pour les plus pauvres. Et quand on se retrouve généralement dans un défi de transformation d'une ville qui est en train de devenir une métropole, il revient à l'État de repenser. Peut-être une mégalopole. Bon, mais sur papier, Abidjan est encore une ville. Non, c'est une mégalopole. Bon, c'est pas bien grave. On ne va pas épiloguer sur... Tout simplement parce que pour qu'on la considère comme une métropole, il faudrait que les villes, les communes aient à l'intérieur des communes urbaines. Par exemple, à Yopougon, si on découpe Yopougon en 4 mairies, et qu'à l'intérieur, Yopougon devient elle-même une ville, à l'intérieur, il y a des communes. Dans ce cas, Abidjan monte en grade, devient une métropole. Mais tant qu'on n'a pas fait le découpage des communes qui composent la ville d'Abidjan, on ne peut pas parler de métropole. Donc c'est vrai que... Non, mais c'est son point de vue, on le laisse terminer. C'est vrai que dans la configuration géographique, Abidjan est une métropole, mais sur papier, pour moi, Abidjan est une ville. Administrativement, quoi. Donc c'est clair. Mais on le laisse terminer, s'il vous plaît. Pour en revenir au sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a réellement un désaveu de la politique immobilière, l'approche, en tout cas le paradigme, développé par l'État de Côte d'Ivoire de manière générale. Parce qu'on est parti sur le principe que pour régler le problème du déficit de l'immobilier, qui est quand même déficit de 800 000 selon l'étude de la Banque mondiale sur la question, et ce 800 000 par an, me semble-t-il. Non, le déficit se creuse chaque année à hauteur de 50 000 nouveaux déficits qui viennent s'ajouter. 50 000 par an. Voilà, donc
on progresse de manière exponentielle. L'État a choisi l'option de construire des maisons à prix abordable qu'on pourrait ensuite offrir à ceux qui en ont les moyens. Mais je pense que dans ce schéma-là, la logistique qu'il faut mobiliser, les moyens qu'il faut mobiliser, généralement dépassent l'État parce que quand on voit les délais de livraison de tout ce qu'il y a comme projet immobilier qui s'étale généralement sur 5-6 ans, c'est un peu surestimé. La solution qu'on peut proposer tout de suite, c'est de revenir à une sorte à des programmes, je dirais hors taxe, pour faire simple. Pour expliquer dans les détails, au lieu que l'État acquiert des lotissements, qu'il viabilise, qu'il vienne construire des maisons, clés en main qu'on remet ensuite à ceux qui en ont les moyens, pourquoi on ne reviendrait pas dans une situation où, en même temps qu'à Abidjan, on peut trouver des terrains qui coûtent 30 millions, l'État pense à une offre subventionnée où, avec 2 millions, des personnes peuvent avoir accès aussi à la propriété foncière, et avec 10 millions, parce que généralement, ces personnes sont intégrées dans un programme avec l'accompagnement de l'État qui renonce en matière d'intrants à tout ce qu'il y a comme taxes et frais de dédouanement qui représentent quand même 40% de la cotation finale des intrants. Et pourquoi, en renonçant à tout ce que l'État touche au passage sur les intrants, on arrive facilement à faire chuter le prix des habitations, de sorte que... Parce que quand vous regardez les quartiers précaires, généralement, les gens construisent en dur là-bas. Ce sont des maisons qu'on peut évaluer facilement à 8 millions, à 15 millions. Donc quelqu'un qui a 15 millions à Abidjan ne peut pas se loger ailleurs que dans un quartier précaire. Il y a un problème. Donc il faut trouver une solution, non plus en termes de construire des maisons clairement qu'on remettrait à des gens, mais trouver une solution en termes de lotissement viabilisé par l'État à des prix abordables pour permettre à celui qui a 10 millions d'avoir non seulement accès à un terrain qu'il construira lui-même à partir des matériaux sur lesquels l'État a renoncé, à s'accorder pas en termes de taxes et autres. En d'autres termes, relancer le projet des logements sociaux, oui, des logements économiques. Où il ne revenait plus à l'État de construire, mais l'État crée les conditions pour que... Dans la mouture initiale, ce n'est pas l'État qui construisait. Ce sont des opérateurs immobiliers. Parce que les concessionnaires à qui l'État donne finalement ces marchés-là, derrière leur premier, disons que l'État joue le rôle d'intermédiaire entre eux et les bénéficiaires finaux, mais je pense qu'on peut revenir parce qu'ils vont appliquer forcément des tarifs, les tarifs du marché, et donc on ne règle pas le problème. L'idée que je propose, c'est qu'on arrive dans une situation où l'État renonce à tout ce qui est assuré les intrants pour produire ces maisons, de sorte à faire chuter les prix et permettre que même avec 10 millions, quelqu'un puisse avoir accès à un terrain, à un logement, à un 3 pièces à Abidjan. Parce que c'est ça le problème de fond, avec une volonté de l'État affichée, assumée pour que justement les moins nantis aient accès au foncier et accès à un logement décent. Alors, sur ma droite, ça bouillonne. Je vais commencer dans l'ordre. Guillaume Bato, allez-y. Allez-y, Guillaume Bato, s'il vous plaît. Tout en prenant en compte ce que dit le professeur Bangali, à savoir réduire les coûts de revient des maisons, je pense que le problème de fond réside la solution de fond, de mon point de vue, réside dans une vraie décentralisation. Dans une vraie décentralisation qui fait que les populations ne sont pas toutes obligées de venir à Abidjan pour avoir les services, pour avoir une vie de qualité. Je ne sais pas, voilà. Alors, ce sujet sur la décentralisation est large et profond. Oui, je n'ai pas fini. Je ne sais pas si on peut l'épuiser là maintenant. On peut pas l'épuiser, mais laissez-moi terminer. Je dis par exemple, parce que qu'est-ce qui fait que tout le monde vient à Abidjan? Parce que l'essentiel de l'économie nationale est à Abidjan. Mais ça, c'est pas la décentralisation. Ah si, c'est la décentralisation. Si vous créez... Non, d'abord... Qu'est-ce que tu appelles créer? S'il vous plaît. S'il te plaît. Je dis, si vous créez des pôles économiques et industriels dans d'autres régions... Guillaume, il y a des pôles économiques et industriels dans d'autres régions. Ali, je te dis, il y a théoriquement des pôles économiques, mais allons à Yamoussoukro, par exemple. Allons à Bouaké. Vous avez combien d'usines à Bouaké? Il y en a quelques-unes. Quelques-unes, mais qui ne suffisent pas. Avec la croissance de la démographie, aujourd'hui, les usines qui sont à Bouaké n'arrivent pas à retenir toute cette jeunesse qui arrive. Tu vas avoir de la parole. Je disais que à Congo, à Ma, à Odiene, etc., il faut de vrais programmes qui permettent d'inverser le déplacement des populations. Parce que finalement, la pression
foncière, la pression immobilière est due au fait que la population croît trop vite par rapport aux réalités. Donc, je dis, même si la question de la décentralisation peut être épuisée, mais c'est dans la décentralisation, c'est dans le développement de pôles industriels et économiques réels, pas factices, dans les autres régions de Côte d'Ivoire, qu'on va trouver un début de solution efficace. À la fin, voilà, il parle de décentralisation. Bon, oui. C'est pour ça qu'il demande jusqu'où. Parce qu'on voit en Abidjan ces temps, déjà Agnaman, Dabou, Bassam, mais ça, c'est la région d'Abidjan. Bournois, Assini commence à étouffer. Le Grand Abidjan. Ça devient le Grand Abidjan, ça commence à étouffer. Ça, c'est 1, 2. Maintenant, il a parlé de Korogo, de Dodjéné, de Bandoukou. Je ne voulais pas faire de l'humour. Il dirait, bon, il y a des districts, il y a des ministres-gouverneurs. Ils ont quels moyens? Dieu me laisse le terminer. Ils ont quels moyens, ministres-gouverneurs? S'il vous plaît. J'ai envie de dire, bon, si c'était pas mauvais, a priori, d'être le Bakongo de son district, on pourrait demander à tous les ministres-gouverneurs d'avoir peut-être chacun son style, pas d'être Bakongo. Mais il y a des choses à faire, justement, pour que ça bouge aussi là-bas. Beaucoup de ministres-gouverneurs, on a Abidjan, on a Yamoussoukro, on a près d'une quinzaine au total dans le pays. 14. Et il faut que, de part et d'autre, ça bouge. Relativement à ce qui a été dit, relativement à la mémoire, c'est vrai, même quand un déguerpissement se fait bien, avec relocalisation et installation ailleurs, n'oublions pas l'aspect psychologique, l'aspect moral, parce que des gens ont habité à un endroit. Même s'ils ont une vie meilleure ailleurs, il y a des souvenirs qui restent. Et le départ est difficile. C'est pour ça que je vous dis, quelle que soit la méthode, il y aura toujours une douleur. Ce ne sera pas toujours... Mais ce n'est pas comparable à ce que... Non, enfin, il ne faut pas banaliser le poids moral et le poids psychologique du départ. C'est un peu comme l'exil. Il y a une vie meilleure par ailleurs, mais c'est douloureux. Là, tu parles d'un exilé. Et en même temps, j'interviens pour dire que c'est pour cela que dans le fameux projet PACRA, il est prévu de rénover in situ, pas de délocaliser et de détruire absolument. 5 endroits pilotes ont été choisis. Ça devrait aller au-delà. Mais encore, il y a des quartiers d'Abidjan qui ont refusé aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement attachés à leur mode à l'intérieur de la ville qu'ils refusent même qu'on rénove. Parce que dans la rénovation, il y a peut-être un bâtiment, il y a peut-être une concession qui va être touchée. Il y a la route qu'on va faire à Gesco. On doit faire 9 km de voirie. Mais 9 km là, quand on va les faire, ça va amener à casser certaines choses. On discute avec les gens. Les discussions ont déjà eu lieu. Il paraît que 32 milliards, le ministre a dit l'argent, malgré tout ce qui a été signé, l'argent n'a pas été décaissé. D'autres ont pensé que ça a été décaissé et détourné pour être affecté à d'autres choses. Donc, il n'en est rien. Et les 32 milliards de l'AFD, de CD2, c'est une partie du coût du projet qui est de 100 milliards et plus. Et là, c'est seulement 5 quartiers. Ensuite, il faut l'étendre à l'ensemble des quartiers. Et à côté de ça, il y a l'ONAD, le FEI, la Géroute et toutes les autres structures qui ont identifié des actions à faire en termes d'assainissement. Et c'est sous la coordination du Premier ministre, aussi avec le district, qui a aussi un moyen, qui a un budget pour ça, parce que l'État, pour permettre au district de faire son travail, lui affecte des ressources. Donc le district a des ressources pour aider les communes à travailler dans ce sens-là. Donc, sous la coordination du Premier ministre, tout ce travail-là va se faire dans les jours à venir pour améliorer ce qui peut être amélioré avant la saison des pluies. Voilà. Moi, déjà, le trop grand rêve de décentralisation qui va arriver. Non, c'est fini. Abidjan, on ne peut plus. Aucune ville ne... Et d'ailleurs, le phénomène qu'on appelle la périurbanisation, c'est l'étalage des villes. Toutes les villes de l'intérieur le connaissent. Vous allez d'Aloa, vous retournez à Daloa, c'est plus les Daloa dans 10 ans. Moi, je suis d'Aboasso. Avant, mon village à Yebo, on pouvait même pas imaginer. Mais maintenant, les gens louent les maisons à Yebo pour aller travailler à Boasso. Donc, ce phénomène de périurbanisation se généralise par la croissance démographique, par la croissance de l'activité économique aussi. Deuxième chose, la mondialisation a ceci de mauvais qu'elle se concentre sur les mégalopoles. C'est pour ça qu'on parle de mondialisation et de mégalopolisation. Et Abidjan, aujourd'hui, est une mégalopole. Pour l'avoir transformé, regardez, on envoyait toutes
une bonne partie des institutions à Yamoussoukro, prenons le Sénat. Mais vous ne perdez pas, vous n'allez même pas perdre 1 million d'habitants sur Abidjan vers ces villes. Vous pourrez créer de nouvelles villes, mais vous n'allez pas désengager Abidjan. Il y a trop de rêves. Le désengagement d'Abidjan, là, c'est fini. Abidjan, il faut te mettre dans Paris, Londres, New York, ce genre de ville, qui a un dynamisme. C'est pour ça qu'il faut créer, je suis d'accord avec lui, des réflexions in situ. C'est sur place. Ces quartiers, ce n'est pas que remettre à 1000 km. Il faut de la mixité sociale. Il faut mettre des routes. Il faut mettre des toilettes. Il faut mettre des écoles. Et quand vous dites à quelqu'un qui a 100 lois ou bien qui a Tofi, qui doit chercher 5 millions prochainement, il dit, si tu réfléchis, il ne mange pas. Tu ne parles de 5 millions. Il faut même la maison à 2 millions, il ne peut pas payer. Si la scène va pas être là. Donc, il faut éviter, essayer d'avoir ce phénomène. Il y a un autre phénomène qu'on appelle la gentrification. Ce phénomène de gentrification, il fait que, c'est comme Paris. Avant, 19e, 20e, on disait, banlieue, on disait que c'était dur. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est devenu plus cher. Ah ouais. Parce que cette mégapolisation va mener ces quartiers à devenir de plus en plus chers et les gens vont aller plus loin. C'est ce qu'on appelle la gentrification. Ce sont des phénomènes d'urbanisme. Donc, il ne faut pas croire que le grand rêve de décentralisation, non, il faut chercher des solutions in situ et il faut compter avec les bidonvilles. Les bidonvilles ne sont pas un phénomène qui va s'enrayer aujourd'hui. Voilà, c'est ça que je dis. Il ne faut pas se dire que... C'est pour ça qu'il faut transformer ces bidonvilles avec des programmes, ils mettent du social, ils mettent des théâtres, ils mettent des écoles, ils mettent des occupations, ils mettent des salles de sport, des choses comme ça qui vont humaniser la vie dans ces bidonvilles. Mais si vous imaginez les raser, les recaser, vous allez en créer d'autres et ça ne va pas changer la solution. Il faut réfléchir de plus en plus. Prendre Abidjan comme tel, réfléchir à Abidjan comme une mégalopole et se dire que oui, évidemment, créer des pôles vont faire partie des gens, mais ça va diminuer de 5 à 10% de la population d'Abidjan. Alors, monsieur, nous devons marquer une courte pause, mais si vous insistez, je vous donne 1 minute chacun. Ensuite, Guillaume, 1 minute chacun, pas plus. Ok, très bien. Ali, vous vous rendez compte que lorsqu'on recoupe les interventions des uns et des autres, on dit tous la même chose. C'est que dès le départ, il y a un constat, c'est que la ville d'Abidjan a nécessairement besoin de se transformer de manière qualitative. C'est important parce qu'il y va de la dignité des personnes qui y vivent, mais aussi de l'image de la Côte d'Ivoire. La seconde chose, c'est que même s'il y a la nécessité de le faire, on a donc un besoin de pouvoir s'entourer de quelques mesures dans le sens où les Ivoiriens ont besoin de savoir. Aujourd'hui, on a des brides d'informations, quartiers restructurés, etc. Mais est-ce qu'on n'était pas en capacité d'informer utilement la population sur ce que... À l'effet de... En effet, de pouvoir permettre de savoir ce que c'est qu'Abidjan et ce que devrait être Abidjan. Aujourd'hui, le mal du gouvernement de Côte d'Ivoire, notre mal, c'est la communication. On le dit tout le temps. On garde pour soi des informations qui sont sensibles et c'est à l'occasion de crises qu'on est en train de pouvoir balancer des informations qui ne sont pas très souvent prises pour vraies. Il y en a donc besoin de mieux communiquer afin de donner une offre globale de ce qu'Abidjan sera. Guillaume, vous aviez une minute. Sur la question de la décentralisation, je ne veux pas que Arthur élude le débat de fond. Ce n'est pas parce qu'on développerait, on crée des pôles économiques de développement réel dans nos régions que Abidjan peut-être ne peut pas s'agrandir. Même si on ne peut pas désengorger Abidjan, mais on peut empêcher qu'Abidjan continue de s'engorger davantage. Je veux dire que les débats... Alors, mon voisin de gauche m'a parlé des ministres-gouverneurs qui sont dans les autres districts. Mais bon, est-ce qu'ils ont de vrais moyens, de vrais leviers pour peser sur les transformations locales? Je n'en suis pas sûr. Alors moi, je suis d'une école où on dit que ce sont les projets qui suscitent les moyens. Oui, mais... Donc si les projets sont suscités par les ministres-gouverneurs, qu'ils sont viables je ne suis pas sûr que... les moyens peuvent suivre. Je ne suis pas sûr que... Essentiellement, ils pourraient les ministres-gouverneurs qui ont été mis en place il y a 2 ans, 3 ans, aient les mêmes moyens, aujourd'hui, tous les leviers pour transformer leur environnement, transformer les régions, de sorte que l'exode rural, qui est toujours une réalité, quoi qu'on en dise, puisse être au moins amoindri. Votre minute est arriée à son terme. Non, c'était juste pour dire... Mais lui, il n'avait pas droit à la minute, mais il a été... C'est mon pouvoir discrétionnaire. Je voulais juste dire que, vous voyez, sur ce plateau, une chose me plaît. Quand nous parlons des personnes qui vivent dans ces quartiers-là, c'est avec respect. Oui. Là-bas, par exemple... Parce que la plupart d'ici ont vécu dans ces quartiers. Justement. Mais ce n'est pas parce qu'on a vécu là-bas, mais parce qu'on a le sens de l'humain. Vous savez qu'à GESCO, des gens ont rapporté le fait qu'on les a traités d'un trou à rat. N'importe qui peut dire ça, mais pas une autorité.
Parce que ce sont des gens qui vivent. D'accord. Oui, le langage même, déjà, ça blesse. Il faut faire attention. En plus des bulldozers. C'est cela. Et j'ai dit... Non, vous avez déjà... Non, j'avais ma minute. Nous allons marquer une courte pause et on se retrouve juste après. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Luxury Immobilier. Construisons l'avenir ensemble. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Retour sur le plateau de NCI 360 et dans la deuxième partie de cette émission, nous allons évoquer l'actualité internationale marquée par la situation au Sénégal. À quand la présidentielle dans ce pays? Pour connaître le successeur du président Macky Sall, qui n'est pas candidat à sa propre succession, le président sénégalais, vous le savez, a initié lundi dernier un dialogue qui a proposé l'organisation le 2 juin prochain de cette élection présidentielle. Des partisans de l'opposition étaient dans les rues samedi pour réclamer les élections avant le 2 avril, date de la fin officielle du mandat du président Macky Sall. Messieurs, on entendra vos avis et analyses juste après ce sujet de Salif Yalekwe. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à Dakar pour la tenue de l'élection présidentielle avant le 2 avril, date de la fin du mandat du président Macky Sall, lors d'un rassemblement à l'appel de la société civile et de l'opposition. On espère que la situation va s'arranger par le Conseil constitutionnel, parce que c'est elle qui a le droit de rétablir cette forfaiture. En attendant, on va manifester, on va parler, on va se mettre debout, on va crier pour que Macky Sall rétablisse nos élections au Sénégal ici, pour qu'on quitte cette dictature. Nous ne sommes pas en dictature. Nous demandons au président Macky Sall de quitter le pouvoir et qu'il organise des élections transparentes. Voilà, c'est ça qu'on veut. Avant le 2 avril, nous voulons des élections et nous demandons la libération de notre candidat Bassirou Diomaye Faye, ainsi que de notre président Ousmane Sonko. Tu as vu l'engouement, tu as vu ces femmes déterminées. Tu as vu combien de femmes tu as vu ici? Nous sommes déterminés, on ne va jamais laisser. On va combattre jusqu'à donner nos vies. Un dialogue national organisé en début de semaine par le président et boycotté par une partie de l'opposition a notamment recommandé d'organiser l'élection le 2 juin. Le chef de l'État a indiqué qu'il saisirait pour avis le Conseil constitutionnel de ses recommandations. Et pour commenter cette actualité avec nous en duplex de Dakar, Maître Amadou Diallo, il est avocat, past président d'Amnesty International Sénégal. Maître Amadou Diallo, bonsoir. Oui. Bonsoir, est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous entends bien, monsieur. D'accord. Comment vous réagissez au lendemain de cette annonce de la tenue de la présidentielle au 2 juin au Sénégal? On vient de le voir dans le sujet qui vient de passer. Une partie de l'opposition sénégalaise rejette cette date du 2 juin et propose que les élections soient organisées avant le 2 avril, date officielle de la fin du mandat du président Macky Sall. Écoutez, comme beaucoup de Sénégalais et certainement comme beaucoup d'autres Africains, la situation qui a été créée par le président Macky Sall est une situation qui fait honte déjà à la démocratie sénégalaise, mais sûrement également à tous les Africains épris de justice et de liberté, mais surtout de la consécration de l'État de droit. Donc aujourd'hui, si on en est arrivé là, et que un pseudo-dialogue propose une date qui va au-delà de l'expiration de la fin du mandat du président Macky Sall, eh bien, on est dans un scénario qui, même pour les plus optimistes et pessimistes, n'était pas prévu. Mais pour revenir maintenant à ce que cette date peut avoir comme implication sur le respect des règles constitutionnelles. Cela veut dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut les appeler encore, les turiféraires du dialogue sont en train d'inviter le président à violer allègrement les dispositions constitutionnelles. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Non, écoutez, parce qu'aujourd'hui, le constat qu'on a pu faire, jusque-là, le Conseil constitutionnel, dans une certaine mesure, eh bien, a pris ses responsabilités et donc a exercé sa fonction de régulateur de l'espace politique. Donc aujourd'hui, moi je pense que le Conseil constitutionnel, avant même
l'arrivée du terme du mandat du président, doit prendre ses responsabilités. Et cela peut-être après concertation des autorités administratives de l'État, mais également des candidats retenus, n'est-ce pas, officiellement retenus par lui-même, de discuter sur les modalités pratiques de mise en œuvre de l'organisation des élections avant le 2 avril. Parce que cela est possible, il suffit simplement que chacun des protagonistes, n'est-ce pas, bien admettre des concessions afin quand même que le calendrier républicain soit respecté. Donc pour vous, le Conseil constitutionnel doit convoquer le collège électoral avant le 2 avril? Pour nous, c'est parfaitement possible. Cela après avoir concerté avec tous les protagonistes qui vont intervenir dans le processus électoral. D'accord. Nous avons d'autres panélistes sur ce plateau qui vont également intervenir. Arthur Banga, vous voulez réagir? Oui. Déjà, nuancer la date, parce que déjà avant même le jour où il a convoqué le dialogue national, Macky Sall avait rappelé que son mandat devait finir le 2 avril. Je pense qu'il a fait une tweet hier pour rappeler encore que malgré les propositions de date, son mandat doit finir le 2 avril. Bon, pour revenir dessus, moi je suis quand même un peu déçu par Macky Sall. C'est quelqu'un pour qui moi j'ai beaucoup de respect et d'admiration. J'ai la chance d'avoir fait ces dernières années des voyages au Sénégal, mais la transformation du pays, elle est incroyable. C'est quelqu'un qui, dans la tourmente putschiste de l'Afrique de l'Ouest, a été en tête de ceux qui ont soutenu la démocratie et qui ont soutenu la CEDEAO. Et quand après tout ça, il tombe lui-même dans ces péripéties-là, moi ça me laisse un peu déçu. Je pense qu'il y a plein de gens comme moi qui sont aussi déçus de tout ce qu'il entreprend. Après, comme je l'ai dit la semaine passée, et comme vient de le dire le passe-président d'Amnesty, il faut mettre en évidence. Hein, moi, j'entends honte pour la démocratie sénégalaise, tout ça. Moi, non, c'est tout le contraire. Moi, je suis plutôt fier de la démocratie sénégalaise. Parce qu'au Sénégal, il y a une cour constitutionnelle qui l'a montré et qui l'a démontré. Je pense qu'il va encore le montrer. Moi, je pense qu'il faut mettre ça en évidence. On reproche assez à nos institutions d'être à la botte du pouvoir exécutif. On dit assez qu'on n'a pas d'institutions fortes. Et pour une fois, comme il y a quelques années au Kenya, aujourd'hui au Sénégal, on a une institution qui montre que la démocratie, elle fonctionne aussi grâce à des institutions. Il y a une institution qui utilise ses pouvoirs pour faire respecter l'élément démocratique. Parce que tout ce qu'on dit, si on est aujourd'hui en train de faire ce débat, c'est parce que dans un premier temps, la Cour constitutionnelle a rejeté le décret de Macky Sall qui devait convoquer à plus loin. Et aujourd'hui, tout le monde a encore de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'on se dit que même si Macky Sall rappelle que son mandat prend fin le 2 avril, je pense qu'il sait aussi que la Cour constitutionnelle, elle peut le rappeler. Et il ne veut pas aller en cet affrontement avec une institution. Mais je rappelle que Touadéra, par exemple, n'a pas eu ce respect pour la Cour constitutionnelle. Il l'a même dissout pour faire passer une autre, pour se donner des mandats illimités. Donc moi, je suis plutôt fier de la démocratie sénégalaise. Et j'invite, encore en mémoire à Badinter, à tous ceux qui vont avoir des responsabilités institutionnelles, constitutionnelles dans notre pays, de se dire que j'ai un devoir d'ingratitude. Même si j'ai été nommé par le président de la République, c'est la nation qui me nomme. Et de se comporter comme cette Cour constitutionnelle du Sénégal, je pense qu'on doit même se battre pour qu'elle ait le prix Nobel de la paix. Parce que ce qu'elle est en train de faire, elle garantit la paix dans ce pays-là. Professeur Bangali? Oui, je pense que le président Macky Sall doit obtempérer face à plusieurs reprises. À la pression? Face à la pression de la rue, mais au-delà de la pression de la rue, face à l'orientation que la Cour constitutionnelle veut donner au processus électoral. Il y a eu déjà une première tentative de rejeter les élections en décembre. Et la Cour constitutionnelle s'est prononcée pour casser la décision. Et ensuite, il s'y prend autrement. Après la voix de l'Assemblée nationale, il va passer cette fois-ci par le dialogue, la concertation nationale de Diamniadio, qui, il faut le rappeler, n'a pas vu la participation de l'essentiel de l'opposition, de sorte que finalement, la conclusion même de décider d'organiser les élections le 2 juin a cette, disons, cette saveur d'avoir été soufflée par le président de la République, parce que si on se rappelle, dans son discours d'introduction de ces assises-là, il a relevé l'importance d'organiser les élections avant la saison d'hivernage. Et finalement, c'est ce choix-là que les assises de Diamniadio ont suivi. De sorte que ce soit la première décision qui avait été validée par l'Assemblée nationale, comme celle qui vient d'être validée par le dialogue national, se profite forcément derrière le président qui essaie de gagner du temps. Mais il faut éviter d'entraîner le Sénégal dans une situation de vide juridique. Parce qu'il le répète lui-même, son mandat prend fin le 2 avril. Alors si,
pendant que vous êtes un président élu, légitime et légal, vous n'arrivez pas à gérer cette crise parce que vous êtes contesté. Imaginez un instant si on arrive à une situation où après le 2 avril, que ce soit le président de l'Assemblée nationale ou encore une autre personne qui est chargée de conduire le processus, qui n'a pas forcément la légitimité qu'a le président de la République, on imagine le genre de contestation face auquel il fera face. Donc, je pense qu'il faut éviter d'entraîner le Sénégal dans une situation, d'autant plus que, si on regarde de plus près, le processus a été arrêté à un moment où tout était prêt. On avait fini de réviser la liste électorale. On avait même imprimé les bulletins de vote qui avaient été acheminés à l'administration électorale, de sorte que, même si aujourd'hui on décide d'organiser, de tenir les élections dans une semaine, tout le dispositif est prêt. Donc, qu'est-ce qui empêche qu'on lance les élections avant d'arriver à ce thème du 2 avril? Absolument rien. Donc je pense que le président Macky Sall doit simplement obtempérer, laisser la Cour constitutionnelle fixer une nouvelle date dans le meilleur délai et que les choses se fassent pour que le Sénégal évite d'entrer dans une situation de vie juridique et pour encore créer une sorte de désordre qui va certainement être utilisé pour justifier une nouvelle prolongation. Alors, on va laisser partir Maître Amadou Diallo, mais avant, une autre question pour lui. Maître Amadou Diallo, vous nous recevez, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis toujours avec nous. Alors, il y a une autre inconnue. Si le Conseil constitutionnel ou si une autre personnalité doit prendre le lead au sommet de l'État pour organiser cette élection, c'est le sort de l'opposant Ousmane Sonko ou du candidat désigné par son parti qui lui aussi est passible d'une peine d'emprisonnement. Comment on envisage ces deux sorts-là, ces deux cas à Dakar? Mais écoutez, il faut d'abord quand même que je fasse des précisions avant de répondre à votre question. Allez-y, allez-y. Il est important pour moi quand même d'attirer l'attention de l'opinion internationale sur le fait que si aujourd'hui on est dans cette situation, c'est principalement et uniquement à cause de Macky Sall. On est d'accord. Macky Sall qui, depuis son accession à l'indépendance par la voie de tourne, n'a, à proprement parler, jamais respecté les règles du jeu. On se rappelle de 2019, où il s'est débrouillé pour écarter des candidats d'envergure à l'élection présidentielle. On se rappelle également que l'administration sénégalaise ne manifeste aucun respect vis-à-vis des décisions rendues par les tribunaux du Sénégal. Donc aujourd'hui, si le président Macky Sall, pour des raisons, ou plutôt pour des prétextes qui, à mon avis, sont particulièrement fallacieux, décide d'abroger, ou donc, en fait, de reporter l'élection, eh bien, pour moi, c'est fait de façon très calculée parce que, forcément, il n'a pas envie de laisser le pouvoir. Il n'a pas envie de transmettre le pouvoir au nouveau président qui sera élu. Donc, de ce point de vue, il est le seul responsable. Et si on dépasse la date du 2 avril, eh bien, le Sénégal sera dans une situation juridique inédite, puisque n'étant pas bien prévu par les dispositions constitutionnelles. Donc, c'est pourquoi moi j'ai parlé de concertation avec les candidats officiellement retenus par le Conseil constitutionnel. Parce qu'il faut dire qu'il y a des délais qui sont prévus par la Constitution pour l'organisation et de la campagne et du scrutin du premier tour et éventuellement de celui du deuxième tour. Donc, si à partir d'aujourd'hui, eh bien, juridiquement et même matériellement, il est impossible, s'il n'y a pas de consensus sur le rétrécissement de certains délais, il est impossible d'organiser l'élection en tout cas avant le 2 avril. Donc on est aujourd'hui dans cette situation-là, grâce ou à cause, surtout, disons plutôt à cause de Macky Sall. Maintenant, à partir du 2 avril, eh bien, je pense qu'il appartiendra au Conseil constitutionnel, pas la Cour constitutionnelle, parce qu'au Sénégal, on n'a pas de Cour constitutionnelle, on a un Conseil constitutionnel, je dois le préciser, eh bien, de prendre ses responsabilités. Et je pense que même avant le 2, il doit pouvoir le faire. Parce que Macky Sall, on invite à les dialogues, eh bien, à mon avis, n'a jamais été animé de la volonté d'organiser l'élection dans le délai prescrit par la loi, par la Constitution, la loi fondamentale. D'accord. Cela étant, oui. Par rapport à la question que vous avez posée, je pense qu'aujourd'hui, relativement à la situation de Bassirou Diomaye Faye, parce qu'à mon avis, vous avez utilisé une expression qui, à mon avis, n'est pas correcte. Allez-y, pourquoi? Bassirou Diomaye Faye est l'objet d'une inculpation, de plusieurs chefs d'inculpation. C'est cela, c'est bien cela, vous avez raison. Il est simplement inculpé, donc il est présumé innocent. Et je pense que si on était dans une sorte de
comment on appelle ça encore, de galanterie, parce que c'est pas le mot exact, mais de respect, je veux dire que bon, si le pouvoir exécutif, aujourd'hui quand même incarné par le président Macky Sall, était dans un esprit républicain, dès que Bassirou Diomaye Faye a été admis comme candidat à l'élection présidentielle, il devait pouvoir quand même bénéficier de la liberté provisoire, ce qui n'est pas encore le cas. Et aujourd'hui, le fait quand même qu'on agite une loi d'amnistie pour éventuellement lui en faire bénéficier et également en faire bénéficier à M. Ousmane Sonko, eh bien peut-être entre dans cette logique. Sauf que les Sénégalais sont très sceptiques par rapport à la volonté réelle d'amnistier ces tenues politiques-là et de mettre dans cette loi d'amnistie, n'est-ce pas, des dispositions qui permettront de favoriser l'impunité. D'accord. Ce qui, à mon avis, au niveau de l'opinion nationale, est inacceptable. Donc, aujourd'hui, je crois que Macky Sall devrait pouvoir quand même en tout cas, observer un certain retrait et laisser le Conseil constitutionnel, avec les acteurs politiques qui doivent valablement concourir à l'élection présidentielle, de prendre les dispositions nécessaires afin quand même que la Constitution soit respectée. Cela est possible, très bien, à mon avis, et cela loin de Macky Sall, parce qu'aujourd'hui, son mandat va finir dans quelques jours. Il n'est pas nécessaire, n'est-ce pas, qu'il vienne faire dans le peuple. D'accord. Et il est important également qu'on ne parle plus de reprise du processus électoral, puisque même dans tous les cas de figure, si on décide de considérer la vacance de fait du pouvoir comme un empêchement définitif, n'est-ce pas, qui est prévu par l'article, je sais plus, l'article 37, l'article 37, je crois, ou, attendez, laissez-moi voir. Bon, disons par la Constitution, pour aller vite. Absolument. Eh bien, il sera impossible d'organiser l'élection à la date retenue du 2 juin. D'accord. OK. Et on vous a bien compris. Aujourd'hui, le Sénégal est dans un imbroglio juridique, politique et social qui, à mon avis, comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un d'autre, eh bien, il faut quand même une situation à laquelle il faut trouver une solution. Mais je pense que ça va être extrêmement difficile. Merci beaucoup, Maître Amadou Diallo, avocat, poste président d'Amnesty International Sénégal. Merci d'avoir accepté ce duplex depuis Dakar pour nous apporter ces précisions sur la situation politique au Sénégal. Guillaume Bateau, réaction? Oui, je pense que, comme l'a dit un peu notre invité, il faut peut-être que le Conseil constitutionnel et les acteurs aient le courage de réduire les temps de campagne. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, au regard de la Constitution sénégalaise, le temps de campagne entre le premier et le deuxième tour est plus long que les délais qui nous séparent du 2 avril. C'est sur ça qu'il faut jouer. Parce que, effectivement, visiblement, le président Macky Sall n'a pas envie de quitter le pouvoir. Il crée tous ces artifices, toutes ces difficultés inutiles pour, malheureusement, mettre en difficulté un pays qui est un modèle de démocratie, qui est un modèle de stabilité. Et cela est vraiment regrettable. Parce que j'avoue que je n'ai pas compris du tout ce qui s'est passé dans sa tête. Son mandat était fini. Il a prétexté de crise d'éléments fallacieux pour créer ce désordre inutile pour le pays frère du Sénégal. Donc, il faut que les acteurs politiques, je pense qu'ils ont plus à gagner en réduisant les délais, en faisant en sorte que l'élection, le premier et le deuxième tour, se tiennent avant le 2 avril, que de garder... On me dira, oui, mais Guillaume, vous ne voulez pas qu'on touche à la Constitution, vous voulez qu'on touche à certaines dispositions. Mais je pense que le pays a plus intérêt à réduire les délais de campagne, à faire les élections d'ici le 2 avril, que de tomber dans un vide juridique qui peut occasionner un vrai désordre. Et ce serait dommage parce que le président Macky Sall en serait le responsable devant l'histoire du Sénégal. Docteur Boga? Oui, merci. 3 choses. La première, c'est d'abord de rejoindre totalement ce que mon ami et cadet professeur Arthur Banga a dit concernant le président Macky Sall. Honnêtement, tout Africain, on est vraiment déçus. Vous savez combien de fois on a soutenu le Sénégal face à Abdoulaye Wade? Abdoulaye Wade avait forcé les choses pour s'inscrire dans un 3e mandat. C'est pour cela que, pour gagner du temps, je vais embrayer sur mon 2e point. À la fois, on va saluer les institutions sénégalaises
mais il faut saluer le peuple sénégalais. Parce que chaque fois que ça déraille, c'est le peuple qui nous aide. C'est ce qui s'était passé face à Ablaye Wade, qui avait forcé pour candidater pour un troisième, et le peuple a dit niet. Et il a perdu. Et tout le monde avait soutenu Macky Sall, y compris Youssou N'Dour. Tout le monde avait soutenu Macky Sall. Et aujourd'hui, ce monsieur-là vient là, il fait 2 bons mandats, il termine. Au lieu d'organiser les choses pour partir en beauté, il voulait même forcer. Parce qu'il faut reconnaître aussi que c'est le même peuple sénégalais qui a fait que Macky Sall a reculé. Il voulait rempiler pour un 3e mandat. Et puis après la chasse aux sorcières contre Ousmane Sonko, avec tous les procès juridiques contre ce monsieur. Donc la deuxième chose que je voulais dire, c'est de saluer à la fois les institutions sénégalaises, notamment le Conseil constitutionnel. Nous, on l'a fait dans une déclaration. On a même cité le président du Conseil constitutionnel. Vraiment, c'est un exemple pour l'Afrique. Le président de la République peut vous nommer. Mais regardez la Constitution et regardez le peuple. Parce que le président du Conseil, il prête serment. Et on prête serment devant le peuple. Au nom du peuple. Donc le président de la République vous nomme, il peut être votre ami, mais s'il vous entraîne dans un imbroglio, sauvez votre pays en regardant la Constitution et surtout en regardant le peuple. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que finalement, avec ce que Macky Sall a fait, et le frère, le collègue d'Amnesty International, passe-président, vient encore de le dire ici. Macky Sall nous a mis dans une situation, en dehors de la Constitution. Parce qu'avec le report qu'il a actionné, du coup, les délais sont bousculés. Et le risque, c'est que si on arrive après le 2, que lui n'est plus là, les partisans de Ousmane Sonko peuvent non seulement tempêter pour demander non seulement sa libération, Macky Sall dit qu'il va prendre une amnistie. Bon, il ne faut pas nous faire rêver, mais en plus, les gens peuvent dire, non seulement s'il sort, comme l'élection n'a pas encore lieu, il faut aussi qu'il soit candidat. Et on va rester là à tergiverser. Alors que de bonne foi, M. Ousmane Sonko a déjà désigné un représentant de son parti qui peut aller à cette élection. C'est pour cela que moi je voudrais, c'est vrai que le frère Bato a commencé à donner des propositions concrètes, mais moi je pense qu'il revient au Conseil constitutionnel de prendre ses responsabilités. Il aurait dû fixer la date même depuis le premier esprit. Dans le premier temps, j'ai terminé. Dans le communiqué initial, ils auraient pu oser. Mais ils ont laissé la bonne foi à M. Macky Sall de se rattraper. Là, il a convoqué un dialogue national qui n'a pas marché. Parce que tout le monde... Donc moi, je voudrais que le Conseil constitutionnel reprenne ses responsabilités, à la limite, qu'il convoque les différentes forces politiques et puis que le Conseil constitutionnel tranche. Très bien. À la fin, moi, j'ai écouté l'avocat, l'invité, je viens de l'écouter. Il ne faut pas aussi exagérer, aller d'un extrême à l'autre et donner au Conseil constitutionnel des prérogatives qu'il n'a pas. Il n'a pas. Ça a été dit, qu'il convoque, qu'il fasse une concertation. Ce n'est pas le rôle d'un Conseil constitutionnel d'appeler les acteurs politiques, de discuter avec eux, de dialoguer avec eux. Il ne peut pas. Il prend les textes, il prend la Constitution, il analyse et il rend une décision. Il ne fait pas de dialogue politique. C'est-à-dire, on veut un dialogue politique bis initié par le Conseil constitutionnel. Notre invité dit qu'il appelle les candidats. Il fait une constitution. Ce n'est pas le rôle du Conseil constitutionnel. Mais on est en dehors de la Constitution. Il ne peut pas non plus trancher. De dire la loi et de l'appliquer. Aujourd'hui, il y a une situation... On est en dehors de la Constitution. On n'est pas encore en dehors. Les choses sont possibles jusqu'au 2 avril. Le Conseil constitutionnel, qui semble être crédible, est apprécié par toutes les parties aujourd'hui au Sénégal. Puisque quoi qu'on dise, Macky Sall prend acte et fait ce que le Conseil constitutionnel lui demande. Et le peuple applaudit et danse. Donc c'est le dernier recours, le régulateur. Aujourd'hui, il sera saisi par Macky Sall, par le gouvernement, pour dire on veut faire l'élection le 2 juin. Il va se prononcer pour dire le 2 juin, c'est pas bon, telle date est là, ou il peut accepter le 2 juin et puis rendre des directives, prendre des décisions par rapport à l'après 2 avril. Est-ce que, comme on dit chez nous, on ne pleure pas après, hein, il faut que tout le monde accepte. On a applaudi à gauche, on a applaudi le Conseil constitutionnel. Si demain, ce Conseil constitutionnel prend conscience de l'enjeu de la situation et valide le 2 juin, et dit que, pour éviter d'enclencher notre mécanisme de créer un vide, il autorise Macky Sall à rester au pouvoir, organiser les élections. Non, ça n'a pas marché. Non, je vous dis, je vous dis, est-ce que s'il y a un tel arrêt qui est pris, une telle décision qui est prise, ceux qui ont applaudi hier le Conseil constitutionnel... Mais pas faire ça. Non, mais pourquoi vous pouvez préjuger? C'est pas dans la Constitution. Non, mais qu'est-ce que le Conseil constitutionnel... Est-ce que vous êtes en train de dire au Conseil constitutionnel
d'inviter des candidats. Vous-même, vous dites que la Constitution est rompue. Vous dites d'inviter des candidats. L'autre invité dit pareil. Vous êtes en train de donner des solutions non constitutionnelles. Et puis, on vous dit quelque chose. Vous dites, il faut être on ne pleure pas. Il faut être fair play. On ne pleure pas. D'accord. Parce qu'une gestion n'arrange pas. Cela dit, de façon générale, moi, je voudrais interpeller les uns et les autres. Il y a eu des concessions qui ont été faites. Macky Sall est sorti du 15 décembre pour arriver au 2 juin. C'est vrai, il ne devait pas sortir du 25 février. C'est vrai, il aurait pu. Moi aussi, je suis toujours pragmatique. Hein. Il aurait pu sortir du 25 février en faisant plus de concertation, en le demandant au Conseil constitutionnel. Selon moi, ce n'était pas à lui de prendre la décision. Il pouvait saisir le Conseil constitutionnel et faire constater un certain nombre de choses. Étant entendu, comme m'a dit notre invité, que le processus même était biaisé depuis le début. Sur quelle base, aujourd'hui, Sonko n'est pas candidat? Le Conseil constitutionnel, certes, il faut le féliciter. Il a fait beaucoup d'efforts. Il a été indépendant. Il n'a pas tenu compte des tracasseries de l'administration électorale. Il était prêt à valider Sonko jusqu'à ce que la Cour suprême rende une dernière décision relativement à la diffamation. Au dernier moment. Mais est-ce que le Conseil constitutionnel, au moment où on donne les dossiers, qui statue, qui estime qu'il est éligible, au moment où le gouvernement a essayé tous les recours, il n'a pas pu disqualifier Ousmane Sonko, est-ce que ce Conseil constitutionnel devait biaiser l'élection en excluant la candidature d'Ousmane Sonko? Il fallait qu'il soit plus courageux. Alors bien sûr. Là, on est en train de refaire le débat. Oui, on refait le débat parce que... S'il vous plaît, oui, mais l'avocat l'a dit tout à l'heure. Le système est biaisé depuis le départ. S'il vous plaît. Le gouvernement a biaisé le processus depuis le départ. Qui a biaisé tout. Mais le Conseil constitutionnel aurait pu ne pas se faire complice. On laisse à la fin terminer, s'il vous plaît. Le Conseil constitutionnel aussi a sa responsabilité. Il faut le laisser terminer. Oui, mais permettez-moi 5 personnes qui ont dit leur avis négatif. On respecte. Acceptez mon avis. On respecte. Ce Conseil constitutionnel, parce que vous déjà, vous préjugez, vous vous apprêtez à disqualifier le Conseil constitutionnel s'il prend une décision qui ne vous plaît pas. Mais vous l'avez dit, vous venez de le dire. Donc, permettez-moi justement... C'est votre proposition, là. Oui, mais il peut le prendre. Mais alors, messieurs, dans un débat d'idées, je disais, il a biaisé, il n'avait pas à le faire, tout comme au dernier moment, il décide que Karim Wade est candidat et on l'interpelle. Mais au moment où il n'avait pas connaissance de quelque chose, lorsqu'il a connaissance, et qu'à ce moment, il découvre que malgré tout, certes, au moment où Karim Wade était candidat, le décret de rénonciation de la nationalité française n'était pas encore signé. Mais au moment où on m'informe maintenant, là, ce décret existe, il est signé. Mais est-ce que c'était le rôle du Conseil constitutionnel de dire et de se dédire? Il faut aussi faire ce débat et ne pas tout mettre sur Macky Sall. Maintenant, l'accusation contre le Conseil constitutionnel, c'est sur quel point? Non, docteur Boga. 2 points. Le premier point, il biaise et joue le jeu du pouvoir en excluant Ousmane Sonko. D'accord. Alors qu'il a une éligibilité totalement parfaite. Oui. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu faire plaisir à Macky Sall en l'excluant, en pensant qu'ils peuvent le substituer à Diomaye parce que son parti avait un plan B. 1. 2, il décide que Karim Wade est candidat et puis après, il est interpellé par un candidat et puis il se dédie, Karim Wade n'est plus candidat. Ça se fasse pas comme ça. D'accord, on termine avec vous, Landry. Voilà. Alors, déjà, je voudrais, sur la question, c'est la question donnée, tout à l'heure, on entend qu'on est hors constitution. Non, on n'est même pas hors constitution. Même après les deux, l'ordre constitutionnel demeure. Pourquoi? En réalité, le Conseil constitutionnel n'a pas pouvoir de convoquer. Il n'a pas pouvoir de convoquer le suffrage aux élections. Ça se fait par décret. Donc, c'est celui qui détient le pouvoir exécutif qui peut le faire. Or, en réalité, l'article 39 de la Constitution est clair. Il dit que lorsque... Sénégalais, oui. Lorsqu'il y a décès du président de la République, lorsqu'il est frappé, lorsqu'il démissionne et qu'il y a un empêchement absolu, le pouvoir de l'exécutif sont transmis au président de l'Assemblée nationale. L'empêchement absolu, c'est quoi? C'est le fait que le président en fonction ne puisse plus l'exercer pour une raison ou pour une autre. Oui. Le 2 avril, le président en fonction ne peut plus l'exercer. Donc l'article 39 s'applique. Il n'y a pas de vide juridique. Sauf que, en réalité, il y a une suspicion. Non, il n'y a pas de vide juridique. L'article 39 s'applique. Okay. C'est clair. Les textes sont très clairs. Okay. Sauf qu'il y a un problème d'ordre politique. Le problème d'ordre politique, c'est le crédit accordé au président de l'Assemblée nationale, étant donné qu'entre-temps, l'Assemblée nationale a manœuvré pour qu'une loi soit prise, même si elle a été frappée d'invalidité par la suite par le Conseil constitutionnel. L'Assemblée nationale faussaire.
Si vous voulez le Conseil constitutionnel, la crise politique demeure parce qu'en réalité, c'est lui qui va échoir. Le pouvoir exécutif doit pouvoir emporter la confiance des gens. Messieurs, les semaines à venir, monsieur, Landry Couillot, s'il vous plaît. Fatou Banga, Alafé Wakili, s'il vous plaît. Le dimanche prochain, on va certainement ou sûrement parler du Sénégal. On aura de la matière parce que les élections, pour l'instant, en tout cas en l'état actuel, la proposition, c'est de les organiser le 2 juin. L'actualité va se dérouler au Sénégal et en fonction de l'actualité telle qu'on la programme pour cette émission, on reparlera du Sénégal. On ne pourra pas tout dire ce soir. Messieurs, apprêtez-vous à donner vos cartons de la semaine. Ce sera juste après ceci. Les cartons de la semaine, on commence avec Guillaume Bateau. On ne peut que donner un carton rouge au ministre-gouverneur, Cissé Ibrahim Bakongo. On espère qu'avec les discussions qu'il va avoir avec les maires, et on espère qu'avec la prise en main du dossier par le Premier ministre, que des solutions plus humaines, plus efficaces vont être trouvées aux problèmes des quartiers précaires. Et qu'on pourra revivre encore cet élan de solidarité. Très bien. Merci beaucoup. Landry Couillot? Alors, moi, c'est un carton jaune. Un carton jaune dans le sens où il y a une pratique qui commence à se normaliser en matière dans le monde politique un peu partout. C'est le fait d'enregistrer des conversations téléphoniques et de les diffuser. Encore, je trouve que d'abord, c'est illégal. C'est rouge. Et c'est jaune pour avertir et c'est inélégant. Surtout lorsque... Le dernier incident en date? Le dernier incident, c'est le porte-parole du PDCRDA, M. Brandoumi, et l'honorable Brandoumi et le ministre d'État Adjoumani. Je ne veux pas entrer dans le fond. Je veux juste dire que dans la forme, c'est inélégant et c'est illégal. Lorsqu'on sent pour une raison ou pour une autre, des propos tenus par une personne à son encontre peut porter atteinte à sa vie ou à son intégrité physique, il faut faire confiance aux institutions judiciaires et non pas diffuser ces bandes sonores. Merci. Parfait. Docteur Boga? Un carton rouge pour toutes ces violations graves, j'allais dire même gravissimes, des droits de l'homme qu'on constate avec les déguerpissements, j'allais dire violents, inhumains, c'est le terme exact, parce qu'on a violé l'article 2 de notre Constitution. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, donc je ne situe pas vraiment les responsabilités, qu'il s'agisse du gouverneur. On en a parlé longuement, de toute façon. Mais j'ai un carton vert, parce que l'intervention du chef de l'État nous satisfait, le fait de dire il faut de l'humanisme, il faut de la solidarité. Mais il faut qu'on aille au-delà. Parce qu'un président de la République, il ne donne pas des avis, il agit. D'accord. Donc, de ce point de vue, que le président de la République prenne ses responsabilités comme on les lui reconnaît et que toutes ces personnes soient dédommagées comme il se doit, traitées humainement parlant. À la fin, moi, j'ai une série de vers. Allez-y rapidement. Pour Chilean of Africa qui a eu un bon gala, un brillant gala. Vers à la CEDEAO qui lève les sanctions contre le Niger et qui interpelle qu'il y a le dialogue qui existe, même si ces pays-là veulent se soustraire à la démocratie. Vers au gouvernement pour sa réaction responsable sur la question de déguerpissement et de l'assainissement. Et le vers dont profite pour moi le maire de Yopouin, le maire d'Atiekoubé, Bitoro et Dango qui ont fait preuve de responsabilité, mais un vers aussi pour le ministre-gouverneur, dont l'action a été un déclencheur qui nous permet de prendre conscience de ce qu'il faut faire. Et pour ce vers-là, souhaiter qu'il poursuive avec davantage de dynamisme dans le sens des préoccupations des populations. Très bien. Professeur Arthur Banga? Mon premier carton vert, il est au Premier ministre, au post-Premier ministre Patrick Hachi, qui entreprend pour quelques mois une vie de chercheur à Harvard. Et mon deuxième carton vert, c'est à son succès Begré Mombe, qui, comme l'a dit tout à l'heure, devient une sorte de messie de recours. Il est arrivé un peu avec surprise et là, j'ai l'impression qu'il commence à prendre ses marques et mon carton vert à lui. Et mon troisième carton vert à tous ces maires qui ont su montrer de la solidarité face aux épreuves qu'ils subissent eux-mêmes parce qu'ils sont tellement négligés dans ces déguerpissements et j'espère qu'ils prendront toute leur place. Pour moi, c'est aux élus que revient la décentralisation. Tous ces nommés peuvent rester chez eux. Très bien. Professeur Bangali? Moi, j'ai un carton rouge pour la communication du gouvernement dans cette vague de déguerpissement. On a entendu que les zones qui ont été cassées à Bouribana et à Jesco l'étaient pour des raisons
de mise en danger de la vie de ceux qui y résidaient. Mais au fur et à mesure qu'on avance, que les langues se délient, on apprend par exemple que selon le comité de pilotage des partenariats publics-privés, le site de Boribana qui a été déguerpi doit recevoir un ensemble d'installations, un parc aquatique, il devait y avoir un site pour accueillir des bateaux de plaisance, de l'immobilier de luxe, ainsi de suite. Alors qu'on a mis en avant d'autres arguments. À GESCO également, des langues se délient. Finalement, on doit aménager un espace, une promenade, un espace aéré. Et initialement, il était question plutôt de déguerpir des populations parce que ces populations étaient en danger. Et l'avenir nous dira, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les langues se délient, mais au fur et à mesure qu'on va progresser, on verra ce qui sera fait de ces sites-là. Et cela, pour le moment, pour ce qu'on en sait, ça ne concorde pas avec les arguments qui avaient été mis en avant pendant qu'on cassait Boribana. Très bien. Un verre pour vous tous, messieurs, ce soir, parce que vous avez accepté de faire le débat et décidé d'éclairer la lanterne de nos milliers de téléspectateurs qui nous suivent sur le live Facebook de cette émission également à la télévision. Merci à vous, Guillaume Bateau, carton vert pour vous, Alafé Wakili, professeur Arthur Banga, Landry Couillot, docteur Boga Sako-Gervais et professeur Bangali Ngoran. Carton vert à tous nos téléspectateurs et internautes qui sont toujours plus nombreux à nous suivre tous les soirs dans NCI 360, tous les dimanches, devrais-je dire. J'ai été très heureux de vous présenter cette émission ce soir, comme tous les dimanches. Rendez-vous dimanche prochain. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Luxury Immobilier. Construisons l'avenir ensemble.